si tu as le plan d'entraînement le plus parfait qui correspond exactement à la personne qui est à côté, mais que tu es incapable de lui expliquer pourquoi ça lui correspond, elle va pas adhérer. Et ce qu'on doit chercher à avoir avec les gens qu'on accompagne, c'est leur adhésion à ce qu'on fait. La prépa Aerox, aujourd'hui, si tu as 10 préparateurs qui vont te préparer pour l'Aerox, alors oui, t'en as un qui va dire viens, je t'accompagne pour ton premier Aerox, t'en as un qui va dire viens, je te fais passer sub 75. Tu peux avoir des promesses comme ça pour te différencier, mais à la fin, ce qui va faire la grosse diff, c'est quoi ta personnalité? Pourquoi est-ce que cette personne elle va venir vers toi plutôt que d'aller vers une autre? Parle-nous de l'importance du travail de fourmi pour les coachs. C'est quoi pour toi le travail de fourmi? Pour un coach, ce serait d'aller parler aux gens, de leur dire hello, voilà, je m'appelle Ken, je suis coach ici dans cette salle-là. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Est-ce que je peux vous donner un conseil sur votre exercice? La première question que j'ai pour toi, le sujet dans lequel je voulais qu'on se lance, c'est trouver sa propre manière de faire. Toi, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui, coach sportif, formateur. Ouais. Si on prend d'abord la casquette de coach, comment est-ce que tu as trouvé au fil du temps ta manière de faire les choses? Moi, je trouve vraiment que la curiosité, c'est une très bonne qualité. Et c'est ce que j'essaie de mettre dans la tête de ma fille. En tout cas, j'essaie de jamais lui dire ouais, la curiosité c'est c'est un vilain défaut. Et elle est capable de te mettre des tunnels à des gens qu'elle connaît pas de 15 minutes en leur posant des questions. Ouais. Tu l'as expérimenté. Et moi j'ai cette curiosité là. Et je pense qu'en fait ta manière de faire, ta patte, elle vient d'abord de ça, de cette volonté d'essayer de trouver des réponses. Et pour ça, tu vas chercher à droite et à gauche. Et ma manière de faire dans le coaching sportif, ou en tout cas la vision que j'ai aujourd'hui de ce que doit être l'entraînement pour les gens, ou moi, l'objectif que j'ai quand j'entraîne les gens, c'est de faire en sorte qu'ils soient en meilleure santé. C'est construit au fil des 12-13 dernières années et passé par plein de courants différents. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai le même pattern qui se met en place. Je découvre quelqu'un de nouveau qui a sa vision de l'entraînement. Je vais poncer son contenu pendant super longtemps. Je vais commencer à faire exactement ce que la personne fait. Et quand c'est vraiment très très poussé, ça va des fois jusqu'à même utiliser les expressions que la personne utilise, par exemple quand j'écoute ses vidéos. Et puis, une fois que j'ai poncé le sujet, il y a un moment donné où je me dis « Ok, c'est bon, j'ai poncé. » Et je passe à autre chose. Et j'ai fait ça pendant quasiment les 10 premières années. Et je suis arrivé à un stade où je me suis rendu compte que chacun a une vision qui est biaisée parce qu'il estime être bien ou moins bien. Et que à partir de là, moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'était de prendre ce qui, moi, me convenait et ce avec quoi j'adhérais de ces différentes personnes-là pour créer ma vision de ce qu'est l'entraînement pour maintenir les gens en bonne santé. Voilà, en gros, c'est ça. Et dans les contenus que j'ai poncés, il y a eu Christian Thibaudeau pendant 2-3 ans, mais j'ai même fait sa formation sur le neurotyping. Il y a eu toi aussi, parce que j'ai aussi poncé ton contenu pendant un bon moment. Il y a eu plein d'entraîneurs et d'entraîneuses chez qui j'ai été chercher des points qui étaient intéressants. J'ai même fait certaines formations. Et puis après, j'ai dit, OK, maintenant j'ai tout ça. Qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je l'implémente dans la manière dont j'accompagne les gens? Comment tu sais quand c'est le bon moment de passer de accumulation de connaissances à transcription sur le terrain de ce que tu apprends? Alors, je pense que c'est tout de suite, en fait. Pour moi, il n'y a pas de laps de temps entre le moment où tu apprends quelque chose et le moment où tu peux le mettre en application sur le terrain. Ça doit se faire. Tu apprends un truc J'ai envie de te dire, tu apprends un truc le matin sur les toilettes en swipant sur Instagram et dans la première séance de coaching qu'il y a juste après, tu peux le mettre en application. Pour moi, c'est plus quand est-ce que c'est le moment, tu vois, de passer à un autre type de contenu. Et ça, pour moi, il n'y a pas de stop précis. C'est juste qu'à un moment donné, je suis là genre, ok, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose. Et je passe à autre chose. Donc voilà, puis il y a aussi un autre truc, et ça me l'a fait réaliser sur, tu vois, l'importance de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté. C'est que sur beaucoup de formations que j'ai pu faire par la suite, et notamment, je m'en rappelle de 2 qui m'avaient beaucoup marqué par rapport à ça, c'est que, ok, les mecs, vous avez fait une super formation. Vous avez mis dans votre formation
votre cumul d'expérience empirique et peut-être scientifique sur les 20 dernières années. Mais en fait, votre formation ne fonctionne que pour des gens qui savent tout faire et qui n'ont aucune limitation. Et moi, dans la réalité du terrain, bah, en fait, les gens que j'entraîne, que j'ai la chance de coacher, ils ont des limitations et ils ne sont pas capables de tout faire. Et le temps qu'ils ont à investir dans le sport me met moi à chaque fois face à un choix de est-ce que je prends le temps de développer les capacités ou est-ce que le temps que la personne me met à disposition, je l'utilise pour travailler sur ce qu'elle sait déjà faire et réussir à lui faire faire plus dans ce qu'elle est capable de faire. Mmh. Tu vois? Ouais, parce que comme tu l'as dit, le coaching et la prépa physique par extension, c'est infini en termes de possibilités. Ah Tu ouais. peux tout faire, mais faut-il encore pouvoir le justifier? Et à un moment donné, il faut encore une fois choisir en lien avec la personne que tu as devant toi. Et donc, Mhm. comme tu l'as dit, si t'as pas les moyens illimités, ça me rappelle quand j'avais commencé la prépa dans le rugby, j'avais passé tout l'été avant de reprendre avec le club à Nyon. J'avais passé tout l'été à poncer des webinaires sur la préparation sportive, des sports d'équipe notamment, et spécifiquement dans le rugby, mais j'avais aussi regardé ce qui se faisait en basket, ce qui se faisait en handball, ce qui se faisait dans le sprint, pour essayer de vraiment avoir une vision globale qui m'aide ensuite dans le rugby. Mais forcément, quand tu regardes un webinaire d'un gars qui a des plateformes de force, qui a des 10-80, à plus savoir qu'en faire, et puis qui met tout ça en application avec des joueurs de rugby professionnels qui ont un Ah temps bah ouais. d'entraînement qui est pas illimité, mais presque, et que toi, tu dois revenir avec ton club amateur, t'as zéro moyen, t'as 2 heures dans la semaine, t'as 50 bonhommes, t'en as la moitié qui ont pas couru depuis 2 mois parce que c'était la trêve et puis fallait aller boire des bières, et que tu dois mettre tout ça en application. Bah, à un moment donné, faut savoir filtrer en fait et C'est décider exactement ça. qu'est-ce qui est prioritaire, quoi. Tu vois, c'est un truc que je dis souvent en formation, c'est t'as un client qui vient dans la semaine, il s'entraîne une fois par semaine avec toi. À côté de ça, il fait un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo, puis il promène son chien. Il a quasiment zéro dorsiflexion. Ses chevilles, elles ne se plient pas en dessus de 90 degrés. Tu laisses tomber pour lui faire faire un squat en amplitude complète. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 20 minutes de ma séance à lui faire faire de la mobilité de cheville, ou même 5 minutes, hein, mais c'est pour le... Je suis toujours dans la mesure, moi, tu sais, dans la justesse. Est-ce que je prends 20 minutes de séance pour lui faire faire de la mobilité de cheville, ou est-ce que je lui mets une grosse plate de 20 kilos sous les talons pour lui faire faire des squats? Mm. Moi, ma vision, et je dis pas que c'est la bonne, je dis c'est ma vision qui vient d'expérience de terrain. Bah, en fait, je préfère lui mettre une plate de 20 sous les talons et puis de lui faire faire, à travers cette plate-là, de lui permettre d'avoir plus de dorsiflexion et lui permettre de faire un squat en amplitude complète. Après, si la personne elle fait ses devoirs à la maison, je pourrais lui donner des exercices de mobilité, mais c'est pas souvent le cas. Ouais, mais quand t'as juste un marteau, tout est un clou. Enfin, moi, ça me rappelle quand j'ai débuté, j'ai pris le séminaire absolument fantastique de André Ospina, docteur André Mhm. Ospina de Ouais, FRC. oui, Et donc, tout ce qui est PLs, rails, cars, tout ce qui est articulaire, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est fin d'amplitude. Et je me rappelle exactement ce que tu décris là, en fait, de passer un temps fou à faire de la mobilité à des gens, alors qu'avec le recul maintenant, oui, la mobilité, c'est important. Et je pense pas qu'il faille l'oublier. Mais est-ce qu'ils auraient tiré plus de nos séances si on avait fait des squats et du bench ou même des choses à amplitude limitée s'il fallait à la place mhm, pour juste développer de la capacité, développer du tissu, développer enfin ce pourquoi ils sont là, quoi. ouais. Et je pense que combien de temps ça t'a pris toi au côté coaching pour avoir eu l'impression de faire le tour des différentes méthodes, des différents outils, des différentes pratiques pour ensuite pouvoir vraiment décider de ce que tu allais utiliser, ce que tu allais mettre en place. J'ai l'impression qu'il faut quand même une petite décennie. J'ai l'impression qu'il faut quand même une Ouais. petite décennie pour avoir le temps de emmagasiner, le temps de digérer, d'assimiler et de réussir à redistribuer sur le terrain en contextualisant à chaque fois la manière dont tu vas les utiliser. Donc j'ai l'impression que ça prend une bonne dizaine d'années. J'ai fait ma formation en 2014. Je dirais que ça fait 2 3 ans que j'ai cette approche-là, un peu Mm. de... en fait, j'écoute et je prends avec...
je prends avec un peu de distance parce qu'au final, quand je vais pas dire on crée une méthode, mais quand on parle de ce qu'on pense être juste et ce qu'on pense être vrai, on en parle toujours avec beaucoup de conviction. Et comme on est enflammé par ce qu'on raconte, on est souvent très convaincant. Et donc, quand tu écoutes quelqu'un qui est très enflammé par ce qu'il raconte, bah, tu te dis, waouh, le mec est super convaincant ou la fille est super convaincante. T'es là, voilà. Et puis après, maintenant, avec le recul et avec l'expérience et l'âge, c'est ça qui fait, ça qui est cool, c'est que bah, tu dis, ok, si je mets tu vois, son côté enflammé de côté, le fait que aussi la personne elle doit vendre son truc, donc il faut qu'elle soit convaincue et convaincante. Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que je vais vraiment faire la différence avec ça? Des fois oui, des fois non, mais je dirais ouais, une petite dizaine d'années. Tu peux parler de phases où tu as été peut-être obnubilé par un outil, par une méthode, Ouais. parce qu'en fait, tu avais peu de référentiels autres que ça. Et en fait, alors, je vais te laisser parler d'abord, mais j'ai tellement de souvenirs de moments où j'ai découvert un truc et pour moi, ça devenait genre le tout, en fait, parce qu'il n'y avait rien d'autre. J'avais rien d'autre comme référentiel, ou peut-être juste mon expérience passée. Parle de cette sensation-là, parce que je pense que pour les jeunes coachs qui débutent aujourd'hui, peut-être que c'est une sensation dans laquelle ils se retrouveront et je pense que ça peut être intéressant d'avoir la perspective des vieux briscards sur qu'est-ce que ça veut dire quand tu penses à ça en fait et comment agir à ce moment-là. Ça me fait bizarre de me dire que maintenant je suis devenu un vieux briscard parce que j'ai toujours l'impression d'être un gosse en fait qui arrive et qui dit waouh putain ce métier il est trop cool, c'est très génial, il y a tellement de trucs à faire. Mais la formation en neurotyping de Thibodeau m'avait bien matrixé le cerveau. Ouais, il m'avait bien matrixé le cerveau, mais parce que quand Thibodeau il en parle, il arrive à faire, il en a fait un truc un peu, et c'est pas pour lui jeter la pierre loin de là, mais il en a fait un truc un peu dogmatique, tu vois, et ça commence par, je crois que une des premières étapes pour créer quelque chose de dogmatique, c'est de redéfinir le vocabulaire. Tu vois, on prend des mots et puis on dit ouais mais en fait ces mots-là ils veulent plus dire ça, ils veulent dire autre chose, et c'est la première étape. Et en fait je suis parti là-dedans et j'étais là waouh. Et je pense qu'il y a aussi une j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de l'université. Et maintenant, beaucoup moins. Mais avant, ça créait chez moi un espèce de complexe d'infériorité. Et avec ce truc-là de neurotyping, j'avais comme si j'avais accès à de la connaissance universitaire. Ouais, le mec, ses parents, ils étaient psy, il a fait des recherches et tout. Alors que quand tu regardes dans les faits, c'est très dogmatique. Et dans la réalité, c'est en fait, selon s'il y a 5 profils, entre le premier et le cinquième, il y a juste 3 reps de différence sur la série. Mais voilà, je me suis parti là-dedans et je suis parti là-dedans très fort. Et je me suis dit, ouais, alors maintenant, il faut vraiment que je comprenne bien les clients. Et j'ai commencé à les observer pour essayer de comprendre leur comportement non verbal, quelles indications ça pouvait me donner sur leur profil neurologique et tout. Et j'en ai tiré du très très bon, hein, parce que c'est toujours des observations que je fais aujourd'hui, avec plus du tout la même finalité. Mais j'ai affûté cet œil-là et c'était très bien. Mais ouais, je me rappelle de cette période-là où tout passait par le neurotyping et ouais, non, mais là, en fait, ton excentrique, il doit durer 4 secondes parce qu'en fait, t'es profil A2. Et là, ton excentrique, il doit en durer 3 parce que t'es profil B1. Enfin, ouais, ça a duré un petit moment. Et puis, un jour, je me suis dit, wow. Moi, j'ai toujours cette tendance à revenir au très pragmatique. J'ai toujours tendance à revenir au très pragmatique, au très simple. Pas forcément simpliste, mais au très simple. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ouais, non, mais attends, en fait, t'es en train de me prendre la courge pour 3 reps de différence. Le truc que je garde vraiment fort de cette formation-là, mais je pense que c'est venu marquer un trait qui était déjà présent chez moi, c'est cette capacité à savoir quel comportement je dois avoir avec les gens que j'ai en face de moi. Et comment est-ce que je dois les coacher, comment est-ce que je dois les encourager, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça. Et ça, je l'avais déjà avant. La formation avec Thibodeau a mis un trait dessus et ça, c'est vraiment resté fort. Tu vois, quand on avait fait le testing ensemble, j'avais adoré quand tu m'as dit ok, tu veux que je t'encourage comment? Tu veux que je t'encourage comment? Tu sais quoi, Sean? Parle-moi sur le ton de la discussion et ça va très bien aller. Donc voilà, ça c'était un truc qui est resté et que je mets souvent en avant et que j'explique souvent aux élèves.
J'interromps cet épisode pour te parler du sponsor de ce podcast, All You Need Nutrition. All You Need, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles comme toi et moi qui s'entraînent sérieusement. Personnellement, j'utilise leur créatine, leur collagène et leur whey dans tous mes shakers d'entraînement. La whey se mélange vraiment très très bien et elle a un bon goût chocolat, pas trop sucré. Et tous les soirs, je me fais une petite tasse avec leur Night, petite tasse d'eau chaude, ça passe bien, c'est presque comme un thé avec toutes les bonnes choses qui m'aident à bien me reposer et à bien dormir. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Et si toi aussi tu veux passer commande chez All You Need, je t'invite à utiliser le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% de réduction sur ta commande. Merci All You Need pour le soutien avec le podcast et sans plus attendre, retour à la conversation. Ouais, c'est en fait mettre la personne dans une situation pour réussir et différentes personnes fonctionnent différemment, répondre à différents niveaux de motivation. Et il y a des gens, ils me demandent, tu peux me crier dessus s'il te plaît quand ça devient dur parce que j'ai besoin de ça, je fonctionne comme ça. Et il y en a qui me disent, tu me parles pas. Non mais tu vois, c'est moi quand je suis dans le dur et que tu viens me hurler dessus, je prends ça comme une agression. J'ai envie de te dire, enfin moi ça me rappelle, tu vois, ces sessions de sparring en club de boxe où t'es en train de te faire avoiner par la personne en face de toi, puis ton coach qui te gueule dans les oreilles, allez, vas-y, protège-toi. Ouais, merci. J'avais compris qu'il fallait que je me protège. Dis-moi comment, peut-être, déjà. Et je suis déjà en train de me faire avoiner, donc me hurle pas dessus. Mais tu vois, c'est comment accompagner les gens. Quelle est la personne à qui tu dois dire cette série-là, avec ce poids-là, ça va passer. Et je le sais. Et j'ai confiance. Et si toi, t'y crois pas, moi, j'y crois. Et c'est la manière qui va faire à la personne, permettre à la personne de réussir le lift. Versus l'autre à qui tu dois regarder, puis tu dois faire... Je pense pas que ça passera. Juste pour aller titiller et faire en sorte que la personne elle se dise, ah, tu veux voir que ça passe pas? Bah regarde. Et lui laisser croire qu'en fait c'est elle qui a maîtrisé le truc, puis te faire, ah ouais, finalement tu m'as bien eu. Comment tu navigues comment dire ça? Cet équilibre de communication, de lecture verbale, non verbale et de manipulation psychologique, si j'ose utiliser ce terme dans le coaching. Je rajouterais bienveillante à la fin. Juste manipulation bienveillante. Et tu vois... ça fait... Pardon de te couper. Je pense que c'est important de le dire. Ce que tu as rajouté, c'est génial d'avoir la manipulation bienveillante parce que c'est toujours pour la personne et pour son bien. Mais je pense que c'est important de parler du fait que ça fait partie du coaching, ça fait partie de notre métier. Et peut-être même que plus tu deviens compétent, plus c'est une part importante de ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu en penses? La bienveillance, tu dis? Toujours, ça c'est une constante. La manipulation psychologique, ouais. L'impact qu'on peut avoir vis-à-vis du choix des mots qu'on fait, la manière dont on l'apporte. J'aurais même envie de te dire que selon moi, l'importance du choix des mots, de la manière, de le vocabulaire que j'utilise, mais aussi l'intonation de ma voix, est-ce que j'y mets du volume, est-ce qu'elle est plutôt profonde ou est-ce qu'elle est plutôt aiguë, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est... j'aurais même envie de te dire que c'est avant de maîtriser les skills techniques, de savoir construire un planning d'entraînement. Parce que à la fin, alors je peux pas dire que c'est avant, mais ça va de pair. Parce que si tu as le plan d'entraînement le plus parfait qui correspond exactement à la personne qui est à côté, mais que tu es incapable de lui expliquer pourquoi ça lui correspond, pourquoi tu as décidé de faire ces choix-là, elle va pas adhérer. Et ce qu'on doit chercher à avoir avec les gens qu'on accompagne, c'est leur adhésion à ce qu'on fait et à la manière dont on voit les choses. Et là, je vois le cas que j'ai récemment avec un gars. Il y a alors, je peux appeler ça un athlète maintenant. Moi, je coach monsieur et madame tout le monde. J'ai envie de dire des athlètes de tous les jours. Mais là, j'ai un vrai athlète qui a démarré avec moi en suivi à distance, que je prépare pour l'Irox de Genève, qui sera en octobre, qui va faire en double pro. Il va le faire en double pro, mais je dois le préparer, je le prépare que lui, et je dois le préparer comme s'il allait le faire seul. Le mec, sur les 8 dernières courses, qu'elles soient en pro ou en open, en solo ou en double, il court en moyenne entre 3,40 et 4,01 le kilomètre. Donc c'est une fusée. C'est une fusée. Et il me dit, bah voilà, j'aimerais que tu fasses ma prépa. Moi, tu sais, genre, wow, ok, mais très honnête avec lui, hein. Moi, je suis pas spécialiste de prépa Irox.
Je pense comprendre comment tu fonctionnes parce que je l'ai eu en cours, donc je vois le profil du bonhomme. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Et je lui ai dit, je suis pas spécialiste de l'Irox. Moi, je vais tout faire pour que tu puisses faire ta course en sub 60. Mais voilà. Et le mec me dit, je sais que t'es pas pro, je sais que t'es pas spécialiste dans l'Irox. J'hésitais entre toi et Alain K.O. Je suis là, merci, tu viens de rajouter une couche de stress supplémentaire. Mais il m'a dit, par contre, je suis pas sûr que j'aurais été, tu vois, chaud bouillant avec Alain K.O. Et je fais la prog. Et le mec, il reçoit la prog et il commence à me poser plein de questions parce que je pense que ma prog ressemble pas du tout à ce qu'il a pu faire avant. Et voilà, on a une discussion, je lui explique mes choix et là, je vois que le mec, il adhère. Mais parce que j'ai su utiliser les bons mots, les bonnes expressions, le bon ton. J'ai pas été convaincant avec derrière, il y a du vent, mais j'ai été convaincant parce que je suis convaincu que les choix que je fais sont les bons. Et je pense que c'est aussi ça qui est difficile pour les jeunes coachs qui démarrent. Et ça, je pense qu'avec le mastermind, tu dois bien le voir. C'est un truc que tu dois aborder souvent. C'est, à un moment donné, il faut faire des choix. Et c'est aussi pour ça que les 10 dernières années, un peu plus, mais les fameux 10 ans dont on parlait, ils sont importants. C'est qu'en fait, ça te permet d'avoir l'expérience nécessaire pour faire ces choix-là. Et dire, OK, ben là, tout de suite, je pense que ce choix-là, c'est le bon. On verra si c'est le cas. Et on le verra au moment où ça va être testé, quoi. Donc, ouais. J'ai même inclus des exercices dans certains cas d'études de planif où tu dois justifier deux options différentes et dire pourquoi ça marcherait et pourquoi ça marcherait pas avec deux options différentes. Donc, parce que c'est à nous de pouvoir faire cette réflexion, de savoir la faire, de prendre les éléments en considération, mais à un moment donné, comme tu as dit, il faut trancher. Et ça fait partie du métier. Et souvent, j'ai des questions qui ressortent et ça se regroupe, on peut tout regrouper sous la coupole de est-ce qu'on peut pas juste avoir un gros algorithme dans lequel on met toutes les informations et boum, t'as la réponse à la sortie de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois choisir. Et en fait, non, il y en a pas non, parce que c'est à nous de savoir tenir dans nos têtes ces différents paramètres, les objectifs, les priorités et les choix qu'on décide de faire aussi pour ensuite proposer ce qui est pertinent à la personne à ce moment-là. Et puis, tu vois, la psychologie de la personne. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu me demandais avant, c'est comment est-ce que ça s'est développé avec les années. Plus j'avance, plus je me dis que qualité et défaut, c'est beaucoup trop surfait comme terminologie. Mais si je devais garder ces mots-là pour l'exemple que je vais utiliser, je dirais qu'on a les défauts de ses qualités, on a les qualités de ses défauts. Moi, de base, je suis très timide et très introverti. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé pendant longtemps en société, je me mettais dans un coin et j'observais les gens. Parce que j'avais peur d'aller leur parler. Moi, je suis pas comme Sean où tu le lâches au milieu d'une foule et 5 minutes après, il est pote avec tout le monde. Ouais, il faut un peu plus de temps. Et du coup, ça m'a permis en fait de développer cette qualité d'observation et de lire les gens. Je pense aussi pour pouvoir m'introduire dans les discussions, pour pouvoir créer du lien avec les personnes. Et donc ça s'est fait avec le temps. Et puis après, une fois que je me suis dit, tiens, maintenant, ça, c'est important de le connaître et de le savoir. Après, j'ai lu un petit peu des livres de psychologie. J'ai regardé des vidéos sur le comportement non verbal. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai affûté mon œil. Et mes sensations. Et puis aujourd'hui, voilà, quand j'ai une nouvelle personne en séance avec moi, je lui dis, écoute, il va me falloir un moment pour me caler sur ta manière de fonctionner, pour apprendre à lire ce que tu me dis, mais aussi ce que tu me dis pas. Et en général, au bout de 2-3 séances, ça commence à prendre le pli. Et au bout de 1 an, quand je te vois arriver, je sais si ça va, si ça va pas. Au bout de 2 ans, quand je te vois arriver, je sais pourquoi ça va pas. Et puis au bout de 10 ans, en fait, quand tu entres dans les vestiaires, je te reconnais à ta manière de marcher. Donc voilà, tu vois, avec le temps, ça s'affûte. T'as dit avant que c'est des skills que les coachs devraient avoir avant même de parler de compétences techniques sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois évoluer dans les formations actuelles pour les coachs? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre? Parce que pour moi, il y a le problème qui vient avec ça, alors qui est un problème qu'on peut résoudre, mais en gros, quand quelqu'un vient se former pour devenir coach, il pense avoir besoin de compétences techniques. Donc, si tu leur donnes pas quand même ça quand ils arrivent, c'est un peu la personne qui dit je veux perdre du ventre, faut qu'on fasse beaucoup d'abdos.
ok, on va faire plein d'abdos, tu vas voir, on va faire un circuit, etc. Mais on va aussi faire des squats, du tirage, Ouais. du poussage, tout ça, un peu de cardio. Et à la fin, on fera un petit circuit Mhm. d'abdos. Et comme ça, pendant les 2-3 mois qui viennent, on développe de l'engagement. Et puis, je peux petit à petit t'expliquer que c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'entrée de jeu, je vais pas te dire, bah non, t'es venu pour des abdos, mais je vais te donner autre chose parce que c'est comme ça et parce que c'est ce Mhm. dont tu as besoin. Alors, il n'y a pas de... Dans les formations dans lesquelles j'ai la chance d'intervenir, il n'y a pas de module spécifique, tu vois, Mhm. sur le langage. Par contre, quand moi, je suis en formation avec les élèves, euh, je suis très, très, très à cheval là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, je fais déjà moi attention aux termes que j'utilise. Tu vois, par exemple, on parlait avant de défaut et de qualité, mais je dis jamais, ouais, alors en fait, t'as cette qualité-là et t'as ce défaut-là. Je vais dire, ok, là, t'as montré cette qualité, et puis pour ça, t'as besoin d'acquérir telle ressource. Donc c'est pas des défauts, c'est pas des trucs qui te manquent, c'est des ressources à acquérir ou des skills à développer. Je fais très attention à ça, puis en fait, je reprends systématiquement les élèves. Je les reprends systématiquement sur les mots qu'ils utilisent, sur la manière dont ils racontent les choses, sur comment ils se positionnent par rapport aux gens. Et je vois bien qu'au fur et à mesure, ça finit par rentrer. Et un des trucs sur lesquels je reviens très souvent, mais parce que voilà, c'est tu vas prendre cette petite charge, ou tu vas prendre ce petit poids. Et je dis ta 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 ta. Il n'y a pas de petit poids, il n'y a pas de grand poids, il y a une charge adaptée. Donc je vais te donner une charge adaptée à l'exercice que tu dois faire par rapport à ta condition physique. Et pas de petit poids. Il n'y a pas d'exercice facile ou d'exercice difficile. Il n'y a pas des exercices pour les gars et des exercices pour les femmes. Alors voilà, je fais attention à tous ces mots-là et je suis assez à cheval là-dessus et je vois bien qu'au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des élèves. Mais ça prend un peu de temps. Certains voient tout de suite la différence, comprennent tout de suite l'intérêt et d'autres pas. Et en général, quand ils comprennent pas l'intérêt, j'appuie le trait et je dis un truc méchant qui était censé être quelque chose de constructif, mais je le dis volontairement de manière méchante pour leur faire réaliser, voilà, là je veux te dire un truc, voici la variante 1. T'as aimé? Non. Voici la variante 2. Ah ouais, c'est mieux. Alors, après, t'auras toujours ceux qui te diront, tu vois, un peu comme les gens qui disent, ouais, quand je suis dans le dur, hurle-moi dessus, ça m'aide. T'as une petite partie de la population qui peut fonctionner avec ce langage un peu violent, mais pour moi, le plus gros des gens, tu les fais avancer avec la bienveillance. Et la bienveillance, ça veut dire des fois, bah, je te mets un coup de latte dans le derche parce qu'il faut que tu avances. Mais ça veut aussi dire des fois, bah, viens, je te prends par le bras, puis tu vois, je t'accompagne gentiment. La carotte et le bâton, quoi. Savoir Ouais. choisir le bon outil. Être bienveillant, ça veut pas dire ça veut pas dire être un bisounours pour être un bisounours et tout le monde il est gentil et tout le monde il est, tu vois, tout le monde il est chou. Être bienveillant, c'est, bah, je suis bienveillant avec ma fille. Et des fois, être bienveillant avec ma fille, ça veut dire, bah, écoute, va dans ta chambre pendant un moment, réfléchir à ce que tu viens de faire. Mm. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin sur ces concepts de communication, de psychologie, à ton avis, c'est quoi les voies de développement qui sont disponibles aujourd'hui ou des ressources? Moi, je sais que je me suis beaucoup intéressé à la psychologie. Simplement, Ouais. j'ai lu des bouquins, j'ai écouté des présentations. Enfin, je suis allé assez loin dans ce monde-là, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de peut-être d'adapté au coach, quelque chose qui est pertinent? C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Faudrait que je me penche là-dessus et que j'aille chercher. Je pense le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, c'est avant tout, et ça fait très cliché, je suis désolé, mais il faut apprendre à se connaître soi-même. T'as besoin de faire un job sur toi. Je Mm. pense que t'as besoin de faire un job sur toi, de savoir déjà comment toi est-ce que tu fonctionnes. Être au clair de comment est-ce que tu fonctionnes, quelles sont, euh, quelles sont tes qualités, quelles sont les ressources que tu dois développer, où est-ce que t'es performant, où est-ce que tu dois apprendre à l'être un peu plus. Je pense que c'est très important. Et il y a un livre que j'avais beaucoup aimé qui est Je sais que vous mentez. Je sais que vous mentez, qui avait inspiré la série Lie to Me Mhm. avec Tim Roth, qui est une super série que j'ai poncé en large et en travers. Euh, mais donc, ouais. Mais alors après, sinon, de manière très très spécifique, je n'ai aucune idée.
On avait fait avec Flora un test de personnalité Je il l'ai y a fait aussi. quelques temps. Ouais, tu l'as fait aussi avec les couleurs. Et j'en avais fait une vidéo pour ma chaîne YouTube. Bon, donc pour ça que ceux que ça Mhm. intéresse, cherchez test de personnalité Upside Strength, ça ressortira certainement. Et je sais qu'à l'époque, j'ai aussi fait un autre type de test de personnalité qui s'appelle The Big Five, qui ressort tes traits de personnalité sur 10 indicateurs, 10 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que ça te donne ça te donne comme référentiel les moyennes de population. Mhm. Et donc, tu sais, pour chaque trait de personnalité, par exemple, est-ce que tu es ordré ou pas? Oui, tu Ouais. peux être très ordré, mais par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus ordré que la moyenne des gens, mais je serai toujours moins ordré que ma femme. Parce que C'est ce que j'allais dire. ouais, non, non, et honnêtement, ça, Ouais. dans une relation de couple, et je pense qu'au Oui, niveau oui. famille, ça peut aussi beaucoup aider, c'est savoir où tu te trouves par rapport à l'autre personne, parce qu'on s'en fout que moi, je sois plus ordonné que la Ouais, moyenne, ouais. parce que c'est pas comme s'il y avait la moyenne qui vivait dans ma maison. Par contre, il y a ma femme qui vit, avec Par qui contre, moi ouais. je vis, et donc si on veut s'entendre, il faut que moi que je comprenne que, en fait, s'il y a du bordel dans la maison, même si c'est un petit peu de bordel, si Mhm. elle est pas dans la maison, moi je déclenche dans 2 3 jours. Ah non, ok, j'en peux plus, faut que je range. Sauf que elle aura déjà déclenché dans sa tête 3 jours auparavant. Mhm. Et donc même si moi je vais déclencher dans pas si longtemps, c'est toujours elle qui déclenchera en premier. Donc ce sera toujours un truc que elle va amener en premier. Et je pense que ça dans les relations c'est super intéressant à comprendre. On a la même chose avec Denise sur la propreté. Tu vois, la propreté. Moi, je regarde l'évier en inox. Puis je fais, mais il est propre. Puis elle m'a dit, bah non. Je dis, bah oui. Et bah non, regarde. Chut. Là, c'est propre. Ah, ok, ça marche. J'avais pas vu la goutte, en fait, sur le coin gauche. Ouais. Voilà, la goutte, je l'avais pas vue. Moi, je l'ai pas vue. Et pour elle, elle est comme ça. Donc, ouais. Mais il y a le test du disque, effectivement. Il y a le test des 12 personnalités que tu peux faire sur Internet où ça te donne après quel type, quels autres personnages célèbres avaient le même profil que toi. Mm. Euh, Sinon, il y a aussi la psychothérapie. Ça peut être intéressant Ouais. de faire une psychothérapie juste pour apprendre à se connaître et à se découvrir. Et puis, voilà, juste être vigilant avec un truc sur les tests de personnalité, c'est que la plupart de ces tests-là te font une photo à l'instant T Mm. de comment t'es au moment où tu le fais est très souvent déterminé par le mood dans lequel tu es aussi. Donc c'est juste important d'être conscient que ces tests-là ont des biais, eux aussi. Je me rappelle quand j'avais fait l'armée en Suisse, j'avais fait il y a plein de tests psycho pour grader. Mhm. Et je sais pas si je peux contacter l'armée suisse pour avoir mes résultats de test. Alors, aucune idée. Ça doit être Ouais, accessible, non? bah, très certainement, peut-être, Ouais, à ouais. voir. Mais je me demande à quel point, en fait, ces traits de personnalité et ces caractéristiques, elles évoluent dans le temps. Parce que oui, forcément, elles sont contextuelles, comme tu l'as dit, Mhm. mais à quel point c'est flexible, tu vois, et à quel point tu arrives à changer ça sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans. Je trouve que c'est peut-être un truc intéressant à creuser. Si tu es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin comprendre des termes comme VMA, zone 2 et seuil physiologique dans le cadre de l'endurance, je t'ai préparé un webinaire spécial pour les pros qui dure plus de 45 minutes et qui te permettra d'éclaircir tous ces coins d'ombre ou en tout cas tous ces mythes qu'on entend encore aujourd'hui. Si tu veux accéder à ce webinaire gratuit, il te suffit de cliquer le lien dans la description pour y accéder. Moi, j'ai l'impression, avec le temps, de réussir à plus arrondir les angles. Hmm. J'ai l'impression d'être plus souple maintenant que je l'étais avant. Et quand je dis, Ouais. je parle pas en termes de souplesse, hein. Je fais toujours pas le grand écart, mais voilà, j'ai l'impression d'être plus souple maintenant que avant, et c'est assez agréable. Après, ça m'arrive de temps en temps de péter un câble, mais voilà. De manière générale, je suis un peu plus souple. Parle-nous de l'importance du travail de fourmi pour les coachs. C'est quoi pour toi le travail de fourmi? Pour moi, le travail de fourmi, c'est le travail mano à mano, comme toi tu dis. C'est les petites, tu vois, c'est les petites actions. Euh, L'exemple que j'ai là actuellement, c'est que je suis en train de remplir la première volée de ma formation business. Et en fait, j'envoie des messages aux gens. Donc, je vais sur mon compte Insta, je regarde mes followers, je vais sur leur compte, je regarde où ils en sont, j'essaie de choper un hook, si je peux, un ou deux hooks.
Et ensuite, j'écris un message à la main. J'utilise pas d'intelligence artificielle. J'utilise pas de process automatisé. J'écris à la main. Hello. Alors, tu vois, si c'était toi, hello Sean, j'espère que tu vas bien. J'ai bien, je sais pas, moi, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur la prise de lactate sous forme de gel. Comment. Là, mon hook, je vais pas te faire le coup de c'est quoi tes freins dans le développement de ton business parce que tu me suis et tu sais, et je sais que tu sais que c'est pas le style de la maison. Et puis après, ben voilà, je parle de ça. Puis après, ben, je continue la discussion et je vois où ça mène. Il y en a, ça mène pas. Il y en a, on arrive à fixer des rendez-vous. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui le sont moins. Mais pour moi, ça, c'est du travail de fourmi. Pour un coach, ce serait euh, d'aller en salle quand il est dans sa salle de fitness, puis d'aller parler aux gens. De leur dire hello, ben voilà, je m'appelle Ken, je suis coach ici dans cette salle-là. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Est-ce que je peux vous donner un conseil sur votre exercice? Est-ce que voilà, c'est t'ouvres une salle dans un village et puis ben t'appelles le club de foot de village pour leur dire bon bah les gars, je vous offre volontiers 1 heure de mon temps à la reprise de la saison pour faire le décrassage. Voilà, c'est ce travail d'artisan. Moi, j'ai de plus en plus cette vision-là du métier du coaching, d'être un artisan. Et ça, c'est euh, très, comment dire ça, influencé par mon père, qui malheureusement n'est plus, mais qui était artisan horloger. Mm. Et voilà, d'avoir du plaisir à faire ce travail qui prend des fois du temps, qui est un peu laborieux, mais que tu fais à la main et qui te permet de développer cette capacité d'écoute, cette capacité à aller chercher de l'information qui peut te faire un hook. Voilà, c'est de prendre le temps, le travail de fourmi. Moi, je le vois vraiment comme ça, prendre le temps. Comment tu arrives à justifier le fait de prendre le temps dans un monde où tout va toujours plus vite et où j'ai l'impression que souvent on essaye de gagner du temps plutôt que d'en Mhm. prendre. Euh, je justifie pas en fait. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, je m'en fous. Non, mais moi, tu vois, je te parlais de mon père avant. Je fais mon apprentissage avec lui. Mon père, il réparait des vieilles pendules, des pièces qui avaient 50, 60, 100 ans, 150 ans. Des fois, il devait refaire des pièces lui-même parce que bah, tu penses bien, quand tu as une horloge de Mm. 100 ans, il n'y a plus de pièces d'usine à acheter. Et, euh, et réparer, ça prenait plus ou moins du temps. Ça dépendait de ce qu'il avait à faire et de la finesse du travail. Et puis après, il y avait régler la pendule. C'est-à-dire, donc quand t'as une pendule, tu as un balancier. Au bout de ce balancier, tu as un poids. Et puis sous ce poids-là, tu as une petite vis qui te permet de faire descendre, enfin de faire monter ou faire descendre le poids. Et tu mets le balancier en route et le balancier doit se balancer à un certain rythme précis. Donc déjà, ça doit être d'équilibre, donc ça doit être bien à plat. Sauf que les pièces sont elles-mêmes des fois pas plates, donc il faut remettre de l'équilibre. Ça prend déjà du temps. Et après, bah, en fait, tu dois faire des tout petits ajustements pour que bah, la pendule elle soit à l'heure et qu'elle avance pas ou qu'elle recule pas. Et ça, des Mm. fois, bah, ça lui prenait un mois et demi pour trouver le bon réglage, tu vois. Parce que t'as pas de machine qui peut le faire, à part essayer, voir si ça fonctionne, te dire non, ça ne fonctionne pas, et ajuster. Donc ça veut dire mettre en application un truc, voir si ce truc fonctionne, prendre du recul pour voir si ça a fonctionné, essayer de déterminer pourquoi ça n'a pas fonctionné, et recommencer. Et, euh, et ça fait maintenant 2 3 ans que j'ai ça qui me vient en tête. Et je repense à lui, et je repense à ça, et je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, ça peut valoir le coup de prendre le temps de faire les choses, parce que ça te permet de mieux les analyser. Donc ma justification, en le disant à haute voix, je dirais que c'est ça. Je veux dire, prendre le temps de faire les choses, parce que ça te permet de voir ce qui fonctionne, et de voir ce qui fonctionne éventuellement pas. Alors que, si tu es dans le rush, bah, tu vois pas forcément les trucs. Et la dernière chose, c'est que faut mettre, tu vois, faut superposer les choses pour qu'elles tiennent en équilibre. Mm. Comme l'endurance fondamentale. T'as ça à la base de ta condition physique qui te permet de construire tout ça. Sinon, tu es sur un château de cartes un peu tremblant. C'est le principe même de l'itération, d'un processus itératif. Mm. C'est que tu fais, tu observes, tu prends des leçons et tu continues comme ça. Ce qui, au final, simplifie, si tu veux bien prendre le temps de le faire, simplifie le processus parce que c'est pas comme si tu avais besoin de tout savoir 6 mois à l'avance. Tu vas, Ah en non, cours de bien route, sûr tu que vas non. voir et apprendre des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux,
je pense que peut-être toi-même tu es démarché par ces mecs-là, c'est les systèmes d'acquisition. Hmm. Système d'acquisition de clients, viens, je te mets en place un système d'acquisition de clients qui te permet d'avoir 50 prospects qualifiés par semaine. Ok. Bon, admettons que le chiffre soit un peu exagéré. On le divise par 5 et on se dit, ok, 10 prospects qualifiés par semaine. Moi, je croyais pas en ces systèmes d'acquisition et j'ai un pote qui l'a mis en place et il emplâtre, mais comme un malade. Mais c'est quoi son profil? Le mec, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ce métier. Il s'est planté un nombre incalculable de fois. Il a accompagné plein de gens, donc il a plein de preuves sociales de la qualité de ce qu'il fait. Le mec, tu lui l'as fait plus à l'envers parce qu'il a tout. Enfin, voilà, il a fait une tour. C'est un vieux roublard comme toi et moi. Et aujourd'hui, il met ce système d'acquisition en place. Et forcément, quand il se retrouve face à un prospect, bah, il est ultra convaincant parce que ça fait longtemps qu'il fait ça. Et moi, ça me fait rire d'imaginer le petit coach qui sort de formation, tu vois, et qui va se prendre un mur. En fait, même s'il met en place ce système d'acquisition et même s'il en a 10 qui viennent chaque semaine, je suis pas sûr qu'il en verrouille beaucoup. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas l'expérience pour soutenir cette intensité-là. Et donc, pour moi, il faut vraiment revoir les choses en fait depuis le début. Et ce petit travail de fourmi qui prend du temps, l'itération, te permet le jour où tu as une grosse vague, ben, il te permet de la surfer correctement plutôt que de te faire noyer par elle. Comment on peut se détacher un petit peu en tant que coach, jeune et moins jeune, de l'environnement digital dans lequel on vit aujourd'hui et de toutes ces influences? Est-ce que toi, tu as une strat perso ou quelque chose que tu recommandes aux gens que tu accompagnes sur ce côté-là? Euh, Pour moi, aujourd'hui, je suis de moins en moins influençable de l'extérieur, mais parce que je suis plein de l'intérieur. Ça fait très philosophique, hein, mais moi, aujourd'hui, je suis comblé avec ma femme. Je suis comblé dans ma vie privée, dans mon tout petit noyau qui est Denise, Charlie et moi. Je suis comblé au plus large avec ma famille, avec le plus large avec les amis, dont ben voilà, les gens dont je parle pas souvent sur les réseaux sociaux, mais qui sont là à me back up depuis 20 ans. Je pense à mes meilleurs potes. Dans mon entourage aujourd'hui professionnel, amical, parce que bah, la frontière, elle s'est largement fondue entre les collègues et les amis dont toi, Flora, Vincent faites partie. Et en fait, tout ça fait que je suis plein de l'intérieur et donc du coup, je suis beaucoup moins en recherche d'influence extérieure. Donc ça, je pense Hmm. que c'est un bon truc. Mais ça, je vois que l'âge qui te permet d'arriver à ça, l'expérience de vie, et d'essayer d'en faire quelque chose. Euh, Prendre de la distance et réaliser et bien comprendre que sur les réseaux sociaux, les gens qui publient, pour la plupart, ne te montrent que ce qu'ils ont envie de te montrer et qui les met en valeur. Il y a assez peu de gens, je trouve, qui ont un discours totalement transparent sur les réseaux sociaux et qui montrent ce qui arrive de bien comme ce qui arrive de moins bien. Tu vois, je pense à Coach Kat, qui elle, mais voilà, ses pires galères, et je trouve que c'est cool parce qu'en fait, ça crée de la proximité avec les gens, et ça crée j'allais dire de l'humanité, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça crée de l'authenticité. Donc, Hmm. je dirais ça, réaliser, ne pas oublier que on vous montre que ce qu'on a bien envie de vous montrer sur les réseaux sociaux et en général ce qui nous met en valeur. Et bien intégrer ça. Ça me fait revenir sur une pensée que j'ai eue au début de l'échange aujourd'hui, notamment vis-à-vis de qui tu es toi en tant que personne, indépendamment des méthodes, des techniques que tu as, des séminaires que tu as suivis, des Mhm. formations, tout ça, et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on on met peut-être pas assez en avant, en tout cas pas au début, parce qu'on veut mettre en avant les compétences, les diplômes, les lettres qu'on a après son nom. Mais en fait, les gens, souvent, ils viennent te voir parce que c'est toi. Ouais. Et cet aspect personne, personnalité Mhm. et la relation que tu vas développer avec les gens qui est centrale au coaching en fait. Ouais. Euh, Moi, je trouve mon style de vie très agréable et très cool. Euh, mais j'ai conscience que... Enfin, j'ai le sentiment, ou j'ai eu le sentiment jusqu'à ce que j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a fait peut-être changer d'avis là-dessus, que mon style de vie
n'est pas inspirant, ne donne pas forcément envie, tu vois. Euh, Parce que, bah, en fait, moi, j'aime bien rentrer à la maison, faire la soirée avec ma femme et ma fille. Si je peux jouer un peu à la play, ben, je joue un peu à la play. Sinon, je fais un peu des Lego. Enfin, voilà, j'ai un style de vie très, j'ai envie de dire, très simple Mm. et un peu enfantin. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime bien vivre. Et je pensais pas trouver. Je me suis jamais dit que ça pouvait inspirer les gens. Et je discute de ça avec un pote et je lui dis. Ouais, tu vois, quand même, c'est chaud d'aller batailler avec les autres qui sont à Dubaï et qui te vendent des trucs à faire 30 000 € par mois. Puis il me dit, mais en fait, tu sais, Ken, je crois que tu te trompes. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas envie de ce style de vie-là. Je pense que la plupart des gens ont envie de pouvoir, à travers leur activité, s'offrir un style de vie juste normal. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, peut-être qu'en fait, je me suis trompé. Donc, il y a aussi ça, tu vois. Il y a aussi choisir ses sources d'inspiration et réaliser que ben, tout le monde peut être inspirant. Ça, c'est important. Tout le monde peut être inspirant. Et mettre en avant qui on est, c'est l'une des meilleures manières de faire en sorte que les gens accrochent avec nous. Mais c'est Gary Vee qui dit ça dans euh, un livre que j'avais lu de lui, mais je ne sais plus lequel c'est. Mais c'est un des livres que je lisais où il parlait des réseaux sociaux et il dit t'es obligé, développe ton personal branding à fond, montre à fond qui tu es, même si les gens n'ont pas tout de suite besoin de ce que tu fais toi, mais fais-le pour faire en sorte que le jour où ils ont besoin de quelqu'un qui fait ce que tu fais, ils viennent vers toi parce qu'ils sont déjà accrochés à ta personnalité. Mm. Donc, Ouais, ouais, c'est super important. Ça peut être c'est le facteur différenciant au final. On en parlait avec Théo Parisi récemment. Mhm. C'est le, alors, personal branding, mais c'est qui tu es. C'est ta personne qui fait la différence parce que à CV égal, à compétence égale, eh ben, on va forcément graviter vers la personne avec qui on a le plus d'affinité. Et donc, ça vaut la peine de savoir qui on est de ce point de vue-là aussi. Et de pas se cacher derrière ses compétences et essayer de mettre en avant aussi qui on est. Bah, tu vois, si on reprend le coaching sportif aujourd'hui, on va prendre, tu vois, un truc pas du tout à la mode, l'Aerox. La prépa Aerox, aujourd'hui, si tu as 10 préparateurs qui vont te préparer pour l'Aerox, alors oui, ils vont pouvoir faire des promesses. T'en as un qui va dire, bah, viens, je t'accompagne pour ton premier Aerox. T'en as un qui va dire, viens, je te fais passer sub 75. Euh, Tu vois, tu peux avoir des promesses comme ça pour te différencier, mais à la fin, ce qui va faire la grosse diff, c'est quoi ta personnalité? Pourquoi est-ce que cette personne va venir vers toi plutôt que d'aller vers une autre à contenu quasiment similaire? Parce qu'on va pas se mentir, si tu as une vision de l'entraînement on va dire, fonctionnelle et réaliste, ouais, basiquement, tu vas mettre la même chose dans ta prog. Par contre, qui t'es, quels échanges la personne elle va avoir avec toi, comment est-ce que ces échanges-là ils vont se passer, c'est ça qui peut vraiment marquer et faire la différence. Et donc, c'est important de le mettre en avant. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un en charge pour de l'Aerox. Il y a 5 ans en arrière, si tu avais eu le même profil, qu'est-ce qui aurait changé le plus dans ta prog entre il y a 5 ans et ce que tu proposes maintenant? Je lui ferais faire beaucoup plus tôt du spécifique, alors que maintenant le spécifique vient beaucoup plus tard. Ok. C'est-à-dire que on va prendre une prog de 12 semaines pour se faire un truc un peu facile à imaginer. J'aurais très certainement fait faire du spécifique dès le départ, très rapidement, alors que là, ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir beaucoup plus tard. Ben là, tu vois, typiquement dans le cas du gars que j'ai en suivi là, il va aller dans le spécifique 4 semaines avant le départ de la course. Et en tout, je l'aurais eu 10 semaines, parce qu'on n'est pas totalement sur 12 semaines. Mais donc là, on est parti pour 6 semaines plutôt d'orienté, et il va démarrer le spécifique à partir de 4 semaines avant la course. Avant ça, il va pas toucher la slade. Avant ça, il va pas faire de wall ball. Je vais plutôt le faire travailler sur la demande de euh, quel type de demande l'effort va susciter à son corps et essayer de transférer ça, mais en dehors du travail spécifique. Et je pense qu'il y a 5 ans en arrière,
la prog aurait commencé, puis j'aurais dit, ok, semaine 1, sled, chut, et tu démarres. Mais parce que j'avais, voilà, pas... Maintenant, j'ai vraiment cette vision de l'entraînement où, pour moi, ce qui va faire que tu vas être performant sur un Irox, un ou une Irox, on s'en fout, mais bref, Hein. ce qui va être performant sur ta Une course, course Aerox, mais un ouais, Aerox. un- Sauf sur erreur, ton, hein. sur Corrigez-nous ton dans les Irox, commentaires. ce qui pour moi va faire que tu vas être performant sur ton Irox, si tu as déjà une bonne caisse, c'est d'améliorer cette caisse-là. Tu vois, ta condition physique générale, et d'essayer d'aller voir quelles sont les sollicitations d'un point de vue tissu et d'un point de vue physiologique de la course par rapport à toi, comment tu fonctionnes, et essayer de gentiment se rapprocher de ça plus l'échéance approche, et vraiment après, on va dire 4 à 6 semaines avant le départ de la course, vraiment resserrer sur les demandes spécifiques de la compétition. Mais avant ça, développer voilà, ton corps de manière générale. Euh, et donc je pense qu'avant, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Tu parlais du fait que la majorité des gens que tu accompagnes, c'est des athlètes du quotidien. Mhm. Dans leur prog à eux, aujourd'hui, comment est-ce que leurs exercices et les progressions ont évolué par rapport à ce que tu proposais 5 ou 10 ans en arrière? Euh, ça a pas tellement changé. Ça a pas tellement changé. Ce que j'essaye de faire là depuis 3 à 5 ans en arrière, c'est de les amener, d'essayer d'amener tout le monde à réussir à faire des répétitions, un petit nombre de répétitions avec les charges les plus élevées possibles, de faire de la force max à tout le monde. Chose que j'aurais pas forcément fait il y a 5 ou plus il y a des années en arrière, tu vois. Donc je dirais sur les 5 premières années d'activité en tant que coach indépendant, je faisais assez peu faire de force aux gens ou que à des profils bien spécifiques, alors que maintenant j'essaie vraiment d'amener tout le monde à un moment donné, ok, on va sticker sur 12 semaines de force, en tout cas sur le premier exo, mais ça prend du temps d'amener les gens sur, tu vois, des séries de 3 reps, quoi. Surtout quand ils sont déconditionnés physiquement, qu'ils n'ont pas de niveau technique et que leur corps est pas prêt pour encaisser des intensités comme ça. Donc je les amène progressivement à ça et j'essaie de faire passer tout le monde à travers de la force max. C'est un truc qui a changé. Est-ce qu'il y a... Comment tu gères les profils qui sont réticents à ce genre de travail? Qui peut-être ont peur, qui l'ont jamais fait, qui pensent qu'ils peuvent pas le faire? Ça vient tellement gentiment. J'apporte ça tellement, j'apporte ça avec tellement de progression que au final, ça va très bien. Parce que parce qu'au départ, on faisait du soulevé de terre à la kettlebell de 16, parce qu'on est arrivé à la kettlebell de 32, parce que quand on était à la kettlebell de 24, je t'ai montré la trap bar qui est posée contre le mur de la salle et je t'ai dit quand on sera à la kettlebell de 32, une fois qu'on aura passé ce stade-là, on ira à la trap bar. Parce que une fois que tu es à la trap bar, je t'explique qu'après il y a la barre olympique. Et puis parce qu'en fait, je t'explique progressivement les choses et que je te dis, ok, ben tu vois, quand on aura passé ce virage-là, ben en fait, il y aura tel point de vue. Et quand on sera arrivé à tel point de vue, ben tu verras la future destination. Et j'ai pas ce discours qui est. Je pense à mon meilleur pote quand je te fais cette anecdote, mais c'est. Écoute, on part en montagne, on a pour combien de temps de marche? Bah, à peu près 6 heures, mais il y a bien un endroit où on va pouvoir bouffer en route. Hein. Ouais, ouais, pas de problème. Il est où? Juste après l'arbre. Ah, mais quel arbre? Hey, le vert là-bas. Ouais, mais il y en a 100, je le vois pas. Donc voilà, je suis solide sur mes appuis en fait. J'ai toujours ce côté un peu léger, mais parce que ça fait partie de ma personnalité. Et parce que j'adore dire des conneries, parce que je trouve ça très drôle. J'ai toujours ce côté un peu léger et un peu fun. Mais les gens savent que sous ce côté un peu comique, je suis vraiment sérieux dans mon job. Et que voilà, je sais très bien où je veux les emmener et je pense qu'ils le ressentent. Donc ça fait qu'au moment où je dis bah vas-y go, les gens ils savent que c'est le truc. Et j'ai eu le cas avec un client récemment, je voulais lui faire du box jump. Il m'a dit Ken, je peux pas sauter sur une boîte de 40 cm. Je fais ok. Bah tu sais quoi, saute déjà sur la plate qui fait 4 cm. Et puis en fait, pendant toute la séance, à chaque fois j'ai rajouté. Enfin non, j'ai enlevé. J'ai mis des bouts de plate en caoutchouc devant la box.
Puis à chaque fois, j'en enlevais une. Puis au bout d'un moment, j'ai fait, bon, vas-y, saute. Prends le temps. Moi, je suis là. Je suis même pas là. Je me suis mis dans l'autre pièce. Quand t'es prêt, t'y vas. Puis à un moment donné, j'ai entendu boum, et puis c'était bon. Mais voilà, progression, je pense. Ça, c'est vraiment important, tu vois. C'est l'adhésion des gens. C'est si tu veux que les gens ils adhèrent à ton plan, il faut que toi, tu sois sûr de ce que tu fais, tout en ayant l'humilité de dire, ben, on va voir si ça va marcher. Mais là, je suis convaincu que c'est le bon choix. Et ça rassure. J'aime bien l'idée de montrer où on va. C'est un peu le. T'avertis tes gamins 10 minutes avant de partir de la place de jeu, comme ça ils savent ce qui va se passer plutôt que de les tirer par le bras quand ils sont sur la balançoire et de leur dire vas-y on y va. Fous tes chaussures, on y va. Ça marche toujours moins bien. Charlie, après ce dessin animé là, il y en a encore un et après celui-là, c'est fini. Ok papa. Et le dessin, c'est bon, donc je ferme l'ordinateur maintenant. Je fais, oui. On a dit après celui-là, c'est fini. Donc ouais, c'est ça, c'est expliquer aux gens. Puis après, bah, savoir appuyer sur les boutons qu'il faut quand c'est le moment, quoi. Du style, je pense pas que ça va passer. Ou du style, je sais que ça va passer. Qu'est-ce que tu arrives à transférer aujourd'hui de ce que tu fais en formation, quand tu donnes de la formation à des coachs ou à des jeunes coachs? Quels sont les enseignements que tu tires, que tu retranscris le plus souvent dans tes coachings à toi? Bah en fait, j'ai envie de dire que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'est-ce que je fais dans mes coachings à moi que je retranscris dans les formations que je donne. Euh, Bah déjà quand je me plante, parce que ça m'arrive encore de me planter, évidemment. Je le dis aux élèves, je dis bah voilà, cette semaine j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'aurais pas dû. J'aurais dû faire ça, comme ça, et je m'en suis aperçu parce que je me suis dit ça, ça, ça et ça. Donc comme je le disais avant, tu vois, j'ai toujours ce côté un peu enfantin. Euh, Tu vois, quand on va aux rencontres de la perf, euh, moi, je dois faire un effort pour me dire, ouais, attends, là, je suis avec les grands. Parce que dans ma tête, je suis là, ah, c'est cool, on va jouer tous Bon, ensemble. on était avec les potes quand même, c'était sympa. Ouais, bien sûr, mais maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est un truc que j'ai vraiment dû travailler sur moi. Donc, quand je vais en séance de coaching, j'ai toujours ce truc de... bah, en fait, je vais très certainement apprendre un truc pendant la séance. Je vais très certainement apprendre un truc pendant la séance. Et j'essaie, en fait, de transmettre ça aux élèves que j'accompagne, enfin, aux apprenants que j'ai la chance d'accompagner, les apprenants et les apprenantes, de garder cette curiosité et d'être ouvert aussi à, ben voilà, à son auto-analyse. Donc, je fais les choses pendant la semaine et je fais le transfert quand j'arrive en cours, en classe le week-end. J'essaie de voir comment est-ce que ce que j'ai vécu pendant la semaine peut me permettre de contextualiser les éléments théoriques que je vais devoir leur amener. Plutôt dans ce sens-là. Et c'est quoi les questions qui ressortent le plus dans les formations que tu donnes? C'est quoi les problématiques les plus salientes de terrain que les élèves rencontrent? Bon, alors, on peut scinder le champ en deux. Il y a la partie entrepreneuriale d'un côté et la partie technique de l'autre. Pour la partie technique, je pense que ce qui est vraiment le plus compliqué pour les gens, c'est cette capacité à faire des choix. De se dire, ouais, ok, mais en fait, là, attends. La personne, elle a 3 heures dans la semaine. Comment est-ce que je choisis ce que je vais lui donner? Parce que dans l'absolu, j'aimerais qu'elle fasse 3 heures de mobilité dans la semaine. J'aimerais qu'elle fasse 3 heures de zone 2 dans la semaine. J'aimerais qu'elle s'entraîne 4 fois par semaine en renforcement musculaire. J'aimerais qu'elle dorme 8 heures. J'aimerais qu'elle soit le minimum stressée possible. Enfin bref, tu connais le délire. Et donc, c'est de leur dire, ouais, mais tu peux pas tout faire. Donc, ce que j'essaie vraiment de mettre en place depuis, on va dire, 1 an, c'est que plutôt que, tu vois, par exemple, je vais donner méthodologie cardio pour les personal trainers. J'ai un manuel dans lequel il y a un cours. C'est de la théorie qui est très bien écrite. Ça, les élèves peuvent le lire de leur côté. Ça sert absolument à rien que je me mette devant tout le monde et que je fasse le truc très magistral de lire ce qui est écrit sur le manuel. Ça sert à rien non plus que, vu que je l'ai en tête, que je le réécrive sur le tableau. Aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est, ok, toi, tu as ce contexte, tu as ces outils-là théoriques.
Moi, ce que je vais essayer de développer chez toi, c'est ta capacité à te poser les questions qui vont te permettre de faire des choix. C'est quoi les questions que tu dois te poser pour choisir parmi cette boîte à outils si tu dois utiliser le tournevis, la pince ou le marteau. Et donc, c'est ça que j'essaie vraiment de faire aujourd'hui. Plutôt que de dire, oui, bon, alors voilà, t'as l'intervalle court, et puis t'as l'intervalle long, et puis nanani, et puis nanana. Ok, mais qu'est-ce qui fait que tu vas choisir intervalle court, intervalle long? Quelles sont les questions que tu dois te poser par rapport à un objectif pour essayer de le décortiquer et pour essayer d'aller travailler sur qu'est-ce que la personne elle va devoir développer pour atteindre son objectif. Donc, j'essaie plutôt de faire ça aujourd'hui. Et c'est super intéressant et les élèves apprécient beaucoup parce que ben voilà, ça leur permet de développer cette capacité à faire des choix qui est super importante quand on est coach ou prépa. C'est peut-être difficile de faire la transition du fait que quand tu suis un cursus éducatif entre guillemets classique, en gros c'est beaucoup d'appris par cœur. Alors je dis pas que c'est que ça, hein, t'apprends à réfléchir dans une certaine mesure, mais enfin il y a je vois des jeunes et des moins jeunes aussi hein, qui sont bridés par ouais mais qu'est-ce que j'apprends en fait, qu'est-ce que je réponds, c'est quoi la réponse, plutôt que comme tu l'as dit c'est quoi la question à se poser pour trouver la réponse. Si t'es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin maîtriser la programmation de l'endurance, tu peux rejoindre ma formation accompagnée, le Mastermind Endurance de Upside Strength. La saison 5 débute en septembre 2026. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant le lien dans la description et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en apprendre un petit peu plus sur cette formation et comment elle se déroule. Pour moi, c'est plus ça. Mais c'est aussi, tu vois, dû au message commercial qu'il y a derrière la vente de ces formations-là. Alors moi, l'école pour laquelle je bosse le plus, FitzPro, c'est vraiment... on a totalement assumé le fait qu'on était sur une formation de généraliste. Donc, et j'ai beaucoup aimé ce que Sylvain disait dans l'épisode de podcast que tu as fait avec lui. Le diplôme de la formation te permet de commencer à apprendre ton métier. Et moi, j'ai vraiment ça quand je suis avec les élèves. Je leur dis, écoutez, nous, notre objectif... Si je fais le transfert à la conduite de la voiture, c'est que vous soyez capable de faire 50 km sur l'autoroute sans buter personne. Une fois que tu as ça, tu peux aller apprendre à rouler sur le sable, tu peux aller apprendre à rouler sur la neige, voilà. Mais d'abord, nous, c'est ça. Mais si je regarde les autres formations qui se font, tu vois, à côté des cursus certifiants, bah c'est beaucoup de « Ah, moi je sais. Moi je sais, j'ai mis en place ça parce que pour moi ça fonctionne et donc ça va fonctionner pour toi. » Et un des seuls que je connaisse qui a des propos qui sont beaucoup plus modérés et pondérés et nuancés sur ce que sa formation va permettre d'acquérir comme skill, c'est toi. Et c'est aussi pour ça que j'adore ton message. Mais moi, j'ai jamais l'impression de t'entendre dire que tu as révolutionné la roue. Non, les gars, je vais juste vous apprendre à réfléchir. Et je trouve ça hyper cool. Et le but, c'est pas de venir chez toi pour te relancer des fleurs, mais c'est vraiment hyper cool parce que c'est très loin du truc dogmatique. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ça qui aide pas les coachs. C'est qu'en fait, tu as plein de personnes qui arrivent avec « Mais en fait, non, tu sais quoi, mais te pose pas de questions, en fait. Applique juste ce que je vais t'apprendre. » Donc, tu vois, les élèves, ils sortent de formation. Ils sont là. « Ah, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai là ?» Et là, tu as un gonze qui arrive hyper confiant qui dit « Ah, viens, fais ce que je te dis et ça va fonctionner. » Et donc, c'est aussi compliqué pour eux d'être capable de nuancer. Ouais, c'est le marché de l'économie, en fait. Le marché de l'attention. Le marché de l'attention et le fait que quand c'est clivant, ça attrape plus facilement l'attention. Et que quand tu as ta méthode et que c'est celle-là qu'il faut appliquer, il faut pas réfléchir, il faut juste faire ABC comme on te dit de faire. Et ben ça rassure aussi dans un sens parce que tu te dis j'ai plus besoin de réfléchir parce que je passe déjà ma journée à réfléchir sur qui je devrais suivre et à qui je dois faire confiance. Et ben si je peux ne pas réfléchir et juste faire ce qu'on me dit ABC bip boop bip boop et puis c'est fini quoi. Ouais, mais je trouve que c'est tellement plus enrichissant, tu vois, d'être accro au process plutôt que d'être accro au résultat. Et c'est toujours ce truc-là, tu vois, c'est ok, moi mon objectif, je sais pas, c'est de soulever une barre soulevée de terre à 100 kilos. Ouais, ça marche. Et quand tu vas arriver à tes 100 kilos, tu vas faire quoi? Bah, tu vas vouloir soulever 105. Donc au final, c'est quoi qui t'a le plus appris? C'est d'être capable de soulever ta barre à 100 ou le chemin que tu as parcouru
pour être capable de soulever cette barre à 100. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cette... On peut appeler ça une conviction, même si mes convictions, elles ont toujours vocation à bouger, elles ne sont pas figées dans le marbre. Mais aujourd'hui, je suis quasiment la conviction que c'est cette partie-là qui est intéressante. C'est tout ce process t'apprend pendant ce moment-là. Tout ce que tu es capable d'emmagasiner, en tout cas. Je ne sais pas si je le dirais juste, mais il y a un dicton en anglais, je crois, c'est Strong convictions held lightly. Donc tu as des convictions qui sont fortes, mais qui sont tenues de manière légère. Dans le sens où si ça doit changer, ça peut changer. C'est pas figé dans le marbre. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, ouais, c'est... je me retrouve dans ce que tu dis, le fait de pas être clivant pour être clivant, le fait de montrer que t'es pas obligé de choisir en fait entre l'option A et l'option B. Les gens ils sont formatés maintenant parce qu'ils pensent qu'ils doivent choisir. Parce qu'il y a forcément un truc qui est mieux que l'autre, il y a forcément, mais sans poser toutes les bonnes questions et sans se poser toutes les bonnes questions, comme tu l'as bien dit avant, eh ben la bonne réponse c'est pas forcément la même. La bonne réponse va changer pour une personne et pour une autre. Tu as parlé intervalle long, intervalle court. Comment est-ce que tu décides quel format utiliser? Comme j'ai dit, tu peux justifier avec 5 ou 6 points différents l'une comme l'autre, tes options. Donc après, c'est toutes les autres questions que tu peux te poser qui vont te permettre de choisir. Et peut-être que même à un moment donné, tu auras fait toute la liste des pros and cons et puis tu vas choisir sur un coup de tête. Parce que c'est peut-être pas juste l'aspect cartésien qui t'emmènera vers la bonne réponse. Ouais, puis tu vois, quand tu as aussi... et ça, c'est un truc que seule l'expérience de terrain peut te donner, c'est cette espèce d'instinct qui se base sur de l'empirisme. Tu vois, tu as l'instinct de départ qui se base sur juste ton instinct. Et puis, tu as cette espèce d'instinct qui se développe avec toutes les situations face auxquelles tu t'es retrouvé. Et qui vont te faire dire, OK, bah en fait, dans cette situation-là, il y a 5 pour, 7 contre, mais je vais quand même y aller. Parce que mon instinct me dit, et je suis difficilement capable de mettre une explication verbalisée sur pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là. Mais là, mon instinct me dit, faut que j'aille dans cette direction-là. Parce que c'est comme ça. Et ça, c'est aussi un truc qui est important, tu vois, sur les coachs qui démarrent, on en parlait avant, mais aujourd'hui, on est bien matrixé par les réseaux. Il y a un truc qu'aucune formation ne te donnera jamais, c'est l'expérience que le temps t'offre. Et ça, c'est vraiment super important. Alors ça nourrit mon narratif parce que forcément, je suis un vieux roublard maintenant. Et ça va pas aller en s'arrangeant avec le temps. Mais aujourd'hui, même si tu me mets face à un coach qui, sur le papier, est plus compétent que moi, qui sort de, j'en sais rien, moi, qui sort de l'Uni, qui sort de STAPS, qui a fait, tu vois, les études les plus ouf du monde, ouais, gros, ça fait juste 10 ans de plus que je suis sur le terrain. Et ça a une super grosse valeur. Et il faut pas négliger ça. Et le travail de fourmi dont on parlait tout au début de l'épisode, ben en fait te permet d'acquérir cette expérience-là aussi. Et je trouve que c'est vraiment important ça a de la grosse valeur pour moi, l'expérience de vie. Ouais, ça a une énorme valeur, mais est-ce que c'est valorisé à sa juste valeur? C'est ça la question. Est-ce que... Ouais. Après... Oui et non. Oui et non, ça va dépendre de comment est-ce que tu es capable de faire ton storytelling, comment est-ce que tu es capable de l'amener. Et puis après, moi, ma petite position de perception, tu vois, je ressens pas, comment dire ça? Si à un moment donné, j'ai eu une revanche à prendre sur la vie, ça fait un petit moment que je l'ai déjà prise. Donc aujourd'hui, moi, je suis animé uniquement par le fait de trouver une certaine forme de paix intérieure. Et donc, tout ce que je fais va dans ce sens-là. Et donc, je sais qu'une partie de cette paix intérieure vient de la tranquillité financière. Parce qu'on va pas se mentir, quand ton compte en banque est plein, tu es en général plus tranquille que quand il est vide. Vient en partie de ça. Mais comme derrière, j'ai pas un style de vie extravagant et j'ai pas besoin de... Enfin voilà, moi, le style de vie à la mer, à la Shensil et à la Line, ça me va très bien, tu vois.
Et comme j'ai pas envie d'avoir un méga penthouse à Dubaï et puis une Bentley, ben forcément, j'ai pas besoin d'avoir une méga grosse audience pour pouvoir vendre mon produit. Et donc, en fait, je peux avoir un discours qui est à la hauteur de ce que j'ai envie d'obtenir et des gens qui vont me l'amener. Donc aujourd'hui, moi, avoir ce discours-là, je préfère l'assumer, même si ça parle à peu de monde, mais parce qu'au final, j'ai pas besoin de beaucoup de monde pour réussir à atteindre ou à aller vers ma finalité. Mais pour ça, il faut savoir où tu vas. Il Et ouais. faut se poser la question de quelle vie je veux vivre. Et ça, c'est pas forcément une question qu'on est amené à. Enfin, quand tu apprends à être coach, c'est pas une question qu'on te pose Non, forcément. mais je pense que c'est pas une question qu'on te pose forcément tout court, tu vois. Nous, Ouais. on est à travers notre prisme de coach, de formateur, d'accompagnant, mais de manière générale, on t'encourage pas à te poser cette question tout court. C'est juste qu'à un moment donné, tu la poses, et j'ai le sentiment que quand tu veux être indépendant ou indépendante professionnellement, c'est forcément la case dans laquelle on t'a mis, ou dans la case dans laquelle tu es destiné à être, elle t'est inconfortable. Donc tu cherches à bouger les murs, à redéfinir cette case-là, à en sortir. Et donc avec ça, il y a toute une série de questions qui viennent se poser. Et après, bah, il y a toutes les expériences de vie qui viennent te questionner toi-même. Le décès de mon père m'a fait me poser énormément de questions. La naissance de ma fille m'a fait me poser énormément de questions. Et ça, aujourd'hui, je te dis ça, tu vois, ça peut donner un peu l'apparence de putain, il est vachement posé, il est hyper sage et tout, mais pas du tout. C'est juste que c'est la suite de ce cheminement-là qui, moi, aujourd'hui, m'a fait poser ces questions-là parce que je me suis pris des murs, parce que j'ai ressenti de la frustration et dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi. Et donc, je suis plus ou moins en clair, mais ça revient à ce que je te disais avant, c'est que c'est important de développer des skills pour comprendre les autres. Avant ça, c'est important de se connaître soi-même et de savoir ce qu'on a envie et à minima, voire même peut-être plus important, ce dont on n'a pas envie. Ouais, et ça, c'est super important comme distinction. Et bah, c'est pas une distinction dans le sens où c'est complémentaire à l'autre. Hein. Savoir où tu vas et savoir où tu veux pas aller, ça te tire dans une direction et ça te pousse dans cette direction en même temps. Et je trouve super puissant. Bah, c'est un des principes qu'utilise Jordan Peterson. Il a un outil en ligne qui s'appelle Self-Authoring Program. Et en gros, c'est tu te poses et t'écris. Il te pose des questions et t'écris sur toi, sur ton passé, sur ton futur, sur ton présent. Et ce fait de se poser la question, en gros, très simplement, où est-ce que tu veux aller dans 5 ans, si tu peux décrire ta vie rêvée, c'est quoi? Et dans 5 ans, si tu peux décrire ton pire cauchemar, à quoi ça ressemble? Et en fait, il faut développer les deux, autant l'un que l'autre, parce que le fait de développer ton cauchemar, ben, ça fait qu'il est très très clair, il est très très net dans ta tête, et tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut pas faire pour arriver à ce niveau-là. Ouais, ça me paraît être pas mal. Mais tu vois, avant, tu me parlais de qu'est-ce que les élèves ont besoin de développer aussi comme skills. La capacité de remise en question et d'auto-analyse, c'est super important. Et ça, les gens ont de la peine. Tu vois, je fais une mise en situation, ok, qu'est-ce que tu as fait de bien et qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Ah, ils ont de la peine à s'auto-analyser. Et ils ont surtout de la peine, alors en général, ça va dépendre des personnes. T'en as qui sont très forts pour mettre en avant ce qu'ils ont fait de mal ou ce qui a à être amélioré. T'en as qui ont beaucoup de peine. Mais parce que leur ego prend beaucoup de place. Il y en a qui ont beaucoup de peine parce que leur ego prend beaucoup de place. Mais c'est vrai que cette capacité d'auto-analyse, elle est hyper importante. Et moi, je le vois. Et c'est un truc dans lequel je baigne beaucoup maintenant parce que, bah, comme tu le sais, je fais le brevet fédéral de formateur d'adultes. C'est de la théorie théorique, théorisée, théoricienne. C'est très dur pour moi, très très dur pour moi, mais ça me force à faire toute une série de réflexions que j'avais pas fait jusqu'à maintenant, où on te demande de justifier les raisons de tes actions. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser cette méthode-là à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu as décidé de découper la classe en 4 plutôt qu'en 3? Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ces personnes-là dans le même groupe et pas ces personnes-là dans le même groupe? Et donc, du coup, j'ai été obligé, moi, tu vois, ça fait 9 ans à la fin de l'année que je fais de la formation. Le brevet fédéral, je l'ai commencé il y a une année. Je suis obligé de rétro-pédaler sur 8 ans de formation et en fait de théoriser des concepts que j'ai toujours mis que en pratique d'instinct.
C'est pas du tout évident, mais c'est super intéressant. Et au début, j'étais là avec mes formateurs. Hein. J'étais là, ouais, franchement, cassez les couilles avec vos exercices, c'est pas possible, nanana. Puis bon, tête de cochon, mais en même temps, je fais le travail quand on me le demande. Puis au bout d'un moment, je suis là, ah ouais, en fait, c'est pas si mal. Puis après, je retourne en cours, puis je regarde, puis je fais, ouais, bon, Daniel, ouais, quand même. Ouais, ça, travail de réflexion. Qu'est-ce que tu veux encore me dire là-dessus? Ouais, bah, c'est pas si mal, en fait. Tu vois, je te l'avais dit. Donc ouais, c'est important d'être capable de faire cette auto-analyse et cette remise en question. C'est quoi les points qui ressortent le plus pour toi de cette formation? Parce que tu es encore dedans Ouais, je suis jusqu'à encore maintenant, dedans forcément. là. Ah ouais, là je viens de terminer, je viens de valider mon premier module et j'en ai encore 4 autres à valider. Ok. Ouais, ça c'est cool. Je suis vachement content d'avoir validé le premier déjà. Les trucs qui ressortent, l'objectivité n'existe pas. L'objectivité est une illusion. Ok. On peut essayer d'être le moins subjectif possible, mais c'est impossible d'être 100% objectif. C'est un biais en fait de penser qu'on peut être objectif. On est tout le temps, on est tout le temps empreint d'une certaine subjectivité. Et là, je viens de terminer le module d'évaluation. Donc, comment créer un système d'évaluation pour évaluer une compétence, un comportement, une performance. Et en fait, tu te rends compte que l'objectivité n'existe pas. Parce que du moment que tu fais un choix sur une manière d'analyser quelque chose, ben, ce choix-là est biaisé par tes croyances, par ton expérience, par la manière dont tu perçois le monde qui est autour de toi. Et donc, en fait, un des trucs hyper marquants, c'est ça. C'est l'objectivité n'existe pas. On est tout le temps subjectif. Et faut être capable de l'encaisser quand tu t'en rends compte comme la première fois. Tu sais, où tu te dis, ouais, moi je suis quelqu'un d'objectif. Ouais, non, en fait, pas du tout. On est toujours empreint de subjectivité. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans les formations que tu donnes, comment tu structures les choses? Comment est-ce que ça modifie ça? Bah, c'est là où, en fait, en réalisant ça, c'est là où je me suis dit, ou en parallèle de ça, je me suis dit, plutôt que de leur expliquer des concepts, tu vois, plutôt que de leur expliquer le 30-30, intervalle court ou intervalle long, j'ai peut-être meilleur temps, en fait, de leur expliquer les questions à se poser pour réussir à choisir. Parce que forcément, si je vais l'expliquer, je vais pas être objectif. Je vais aller dans le sens qui, moi, me convient, parce que je pense comme ça. Et donc, forcément, je vais être biaisé dans la manière dont je vais leur expliquer les trucs. Et donc, plutôt que de leur expliquer, moi, le choix que j'aurais fait, je préfère leur expliquer, leur permettre de développer les outils qui leur permettent de faire le choix eux-mêmes. Donc, je dirais plutôt dans ce sens-là. Un peu plus tôt, je t'avais posé la question de quelles questions ressortent le plus de tes élèves et tu avais dissocié en deux versants, le versant un peu plus technique, le versant un peu plus business. Si on revient sur le côté business, parce qu'on s'est égaré forcément dans nos échanges. Mais c'est très cool, hein. Merci, parce que je parle assez peu de technique en dehors de mes classes. Et de plus en plus, ben forcément, mais je suis aussi l'artisan de ça. J'ai vraiment cette casquette de formateur plutôt business. Et d'ailleurs, même quand à certains, et je l'ai vu quand on est allé aux rencontres de la perf, mais t'es aussi coach. Mais avant tout, je reste un mec de terrain, et je suis plutôt un amoureux de la technique et un geek de ça. Donc merci de m'offrir cette possibilité de revenir aux ressources, de revenir aux racines. Mais je trouve que c'est toujours sympa de parler des trucs dont on parle pas souvent. Enfin, moi, je sais que parler d'endurance, j'en parle toute la journée, mais avec grand plaisir. Mais forcément, quand on me permet de sortir un peu de ça, c'est toujours chouette de pouvoir s'exprimer autrement. Et je trouve aujourd'hui que, comme tu l'as bien illustré là avec les questions qu'on t'a posées aux rencontres, c'est que t'es un peu catégorisé dans un truc, quoi. Et genre, Sean, il parle de zone 2 depuis 5 ans, donc forcément, c'est Monsieur Endurance. Et donc, mais tu sais soulever une dumbbell ou pas? On oublie que j'ai fait de l'haltéro, j'ai fait du rameur indoor, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, j'ai fait des sports de combat, j'avais une vie avant de parler de zone 2 en fait. Sauf que ça s'est tout effacé et puis non mais toi tu parles d'endurance donc forcément t'es que compétent là-dedans et puis je vais juste te poser des questions là-dessus parce que le reste tu vas aller chercher quelqu'un d'autre.
Ouais. Non, mais du coup, sur la partie entrepreneuriale, la question qui revient le plus souvent, c'est comment avoir des clients. Mm. C'est ça, en fait. C'est, il faut quoi pour vivre du métier? Bah, déjà, définir ce que ça veut dire pour toi, vivre du métier. C'est sûr, je trouve déjà important. Mais avant tout, c'est OK, on fait comment pour avoir des clients, on fait comment pour les garder. Et la problématique, selon moi, c'est que cette question, bah, tu étais venu assister à un de mes workshops Mhm. quand on a fait les rencontres de la perf. Pour moi, la question, comment avoir des clients ou comment on fait pour garder les clients, c'est une très bonne question, elle est super pertinente, mais c'est une des dernières questions à se poser. Il y a plein de questions à se poser avant cette question-là, si on fait un peu de rétro-ingénierie. J'aime bien, c'est un peu mon nouveau mot, ça, tu vois. Pendant longtemps, il y a eu stratosphérique. Maintenant, j'aime bien utiliser rétro-ingénierie. Je trouve que ça fait Et le mec qui, ouah, je crois que le mec qui s'y connaît. c'est toi qui me l'as dit l'autre fois. Non, c'est quelqu'un dans les commentaires parce que je demandais comment dire justement reverse engineering parce que j'ai Ouais, le mot en anglais et j'avais pas le mot en français. Et je l'ai rétro-ingénierie. dit dans une de mes vidéos et quelqu'un m'a dit en commentaire c'est de la rétro-ingénierie. Donc je suis avec toi, je kiffe ce mot aussi. Ouais, ça, tu sais, ça donne tout de suite une aura un peu. Waouh, le mec qui réfléchit. Euh, Tu vois, ok, j'ai des clients. J'ai des clients. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai des clients? Bah, pour que j'ai des clients, il faut que je sois capable de vendre un produit. Ok, c'est bien. Pour être capable de vendre un produit, qu'est-ce qu'il faut? Bah, en fait, il faut une offre. Une offre où tu vends un service, quelque chose. Euh, et puis, comment est-ce que tu fais pour avoir cette offre? Ben, il faut que tu te détermines un produit que tu vends. Nous, dans notre cas, en général, c'est plutôt des services, quoique la formation, c'est un produit. Ok, donc ça, c'est le produit que tu vends. Ok, mais comment est-ce que tu délivres ton produit? Et mécaniquement, comment ça se passe sur le terrain? Comment est-ce que tu le fais payer? Combien de temps est-ce que ça dure? Et avant cette question-là, il y a, ok, mais avec qui est-ce que tu vas travailler? Comment est-ce que tu vas divulguer ton message? Euh, Où est-ce que tu vas être présent? Comment est-ce que tu vas aller chercher l'attention des gens? Tu vois, tu parlais du marché de l'attention. Mais avant ça, il y a, ok, mais avec quel type de personnes tu travailles? C'est quoi les problématiques que tu règles? Où est-ce que tu es fort? Où est-ce que tu es moins fort? Et avant ça, il y a, ok, mais en fait, t'es qui en tant que personne? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi et qui vont te permettre de créer le cadre dans lequel tu vas évoluer? Moi, j'aime bien toujours utiliser cette image-là. Je dis, ok, moi, mon job, une partie de mon job en vous accompagnant dans le développement de votre business, c'est de vous permettre de poser un cadre dans lequel vous allez évoluer. Et moi, je vois que c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que j'ai un cadre très précis dans lequel c'est un peu le bordel. Mais il y a un cadre. Et pour moi, c'est important de ça. Et donc, en fait, tu vois, le fameux truc dont je te parlais avant du système d'acquisition client, bah pour moi, en fait, ton système d'acquisition client ne te sert à rien si tu n'as pas répondu à toutes ces questions en amont. Mm. Donc, c'est ouais, comment avoir des clients, comment vendre, est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux, euh, où est-ce qu'on va trouver les gens, combien on doit faire payer nos séances, est-ce qu'on doit vendre à la séance, est-ce qu'on doit faire des packs, Est-ce que est-ce qu'on doit vendre de la transformation, tu vois, il y a... bah, justement sur ce point-là, parce que c'est tout des très très bonnes questions, Mhm, comme tu as dit qu'il faut se poser, est-ce que tu peux donner deux exemples qui seraient assez différents l'un de l'autre, de deux pratiques qui fonctionnent, mais peut-être pas mhm. pour tout le monde et dans le même contexte? Donc si tu prends deux archétypes ou alors deux exemples d'anciens élèves ou de personnes que tu as accompagnées, pour donner une idée de l'ampleur des possibilités en fait. Ouais. Euh, je vais prendre un truc très simple, je vais prendre le Flyers, tu vois. Le Flyers, si t'es au centre-ville, tu bosses au centre-ville de Lausanne, travaille au Let's Go du Flon. Moi, c'est mon cas. Je travaille au Let's Go du Flon. Je vois pas du tout l'utilité de faire des flyers pour aller les mettre dans les boîtes aux lettres qui sont autour de la salle. Hmm. C'est, à mon avis, un coup d'épée dans l'eau, il ne sert à rien. T'es dans un village de 500 personnes, t'ouvres ta salle, une fois par année, ça peut valoir le coup de faire un petit public postage dans les boîtes aux lettres avec ton flyers. Parce qu'en fait, la personne va voir le flyer, elle va se dire « Ah tiens, j'habite route du village. Il Puis le truc, il est à existe. la route Ouais. du collège. Ah putain, c'est à côté de chez moi !» Tu vois. Donc, dans ce genre de situation,
Typiquement, le flyers, bah, d'un côté, non, et puis de l'autre côté, oui. Euh, Par exemple, la carte de visite, moi, un truc que je dis souvent, c'est aller dans les commerces. Admettons que tu ouvres ton studio de coaching, je sais pas, tu ouvres un studio de coaching au centre de Nyon, tu vois, pour utiliser un endroit que tu ne connais pas du tout. Tu ouvres ton studio de coaching au centre de Nyon. Euh, Si tu vas dans le café du coin et chez le coiffeur du coin et chez le boucher du coin et chez la fleuriste du coin, puis tu te dis ouais, je peux laisser mes cartes de visite, ça va servir à rien. Parce que tes cartes de visite, elles vont juste être posées sur le présentoir, à côté de la carte de visite du fiduciaire, à côté de la carte de visite du plâtrier peintre, et elle va juste se noyer là-dedans. Mais la carte de visite reste quand même un élément qui peut être hyper utile. Sauf que moi, ce que je conseille aux gens, dans ce genre de situation, c'est de l'utiliser différemment. Tu vas vers la coiffeuse, tu vas vers le boucher, tu vas vers le gars qui tient le café, et tu dis ok, je t'offre 3 séances. Viens faire les 3 séances chez moi, je te les offre. Je suis la porte à côté. Et là, la personne vient, fait les séances avec toi, et là, tu lui donnes les cartes de visite, mais tu lui donnes dans la main. Et tu lui dis, dans les conversations que tu as dans ta vie de tous les jours, si à un moment donné, tu sens qu'une personne pourrait être intéressée, tu lui files ma carte de visite. C'est un autre monde. Parce qu'en fait, la première stratégie, c'est utiliser la carte de visite comme un truc mort qui est posé à un endroit et que tu espères que les gens vont tomber dessus. Et l'autre, c'est tu donnes cette carte de visite à quelqu'un à qui tu as proposé tes services et qui va être beaucoup plus à même de les recommander. Et, spoiler alerte, les coiffeuses, les coiffeurs et les barbiers, c'est des excellents rabatteurs de clients. Ça parle. Ouais. Ah, ça parle. Ça parle. Et moi, je l'ai vu et je l'ai eu fait quelques fois et la plupart du temps, ça fonctionne. Tandis que ta carte de visite, elle a le temps de prendre la poussière. Tu as parlé du fait que tu es en train de remplir la première volée de ta formation Ouais. d'accompagnement. Yep. Dis-nous un peu comment ça fonctionne. Là, je le pitch forcément aux gens à qui j'envoie mes messages. Et les gens me demandent, ah, et puis du coup, ça ressemble à quoi? Je dis, c'est l'inverse d'un mode d'emploi Ikea. Pour utiliser une image que les gens vont bien comprendre. En gros, il y a... donc l'accompagnement business, ça fait 4 ans que j'en fais maintenant. Et en 2025, j'ai décidé de tout changer et de créer des exercices à travers lesquels j'allais faire cet accompagnement. Donc c'était plus du... je voulais sortir un peu du vas-y, je te parle pendant 1 heure. Je voulais sortir un peu de ça parce que j'aimais pas le sentiment que ça me donnait de... moi, je sais. J'aimais pas comment ça me nourrissait. Et je me suis dit, ok, on va faire les choses différemment. On va prendre le truc un peu à contre-pied. Je vais créer des exercices. Et l'idée de ces exercices-là, c'est de dire, ça va pas te permettre, les exercices ne te permettent pas de développer ton business. Les exercices te permettent de créer des outils qui, eux, te permettent de développer ton business. Et donc, je l'ai traîné avec une dizaine de personnes en individuel. Donc, accompagnement sous forme de formation individuelle. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas voir ce que ça donne avec un groupe? Et de voir quels sont les bénéfices qu'on peut retirer de l'effet de groupe et de l'effervescence de groupe. Et donc, du coup, je me suis dit, on va lancer ça. Donc, j'ai décidé de lancer ça à mi-septembre 2026 cette année. Et en gros, il y a 4 blocs. Un bloc identité, un bloc promotion, un bloc vente et un bloc fidélisation. Tu vois, je te disais avant, avoir des clients, c'est la dernière question à se poser. C'est dans le bloc fidélisation. Et donc, dans chaque bloc, il y a un exercice qui est le même pour tout le monde, mais qui amène des résultats différents selon les personnes. Et le premier exercice du bloc identité, c'est l'exercice des valeurs. Choisir 3 valeurs cardinales qui sont aujourd'hui pour toi non négociables. Ça peut changer avec le temps, bien évidemment, mais qui sont pour toi aujourd'hui non négociables. Et donc, ça, c'est le premier exo. Puis après, tous les autres exos sont des exercices de réflexion, mais aussi des exercices de jeu de rôle, notamment sur la vente. Ou quand on est en individuel, c'est moi qui interprète les différentes personnes à qui tu dois vendre des trucs. Et je trouve ça très drôle, ça me fait chaque fois beaucoup marrer de me mettre dans la peau des différents personnages. Mais en gros, on est sur des exercices que j'ai moi-même créés qui vont apporter des résultats différents aux personnes qui vont les faire. Et ma volonté,
c'est de permettre aux gens, comme je l'ai dit, de développer des outils au moment où ils vont le faire, dans leur contexte et leur temporalité. Tu vois, il y a par exemple euh, l'exercice de la création de l'offre qui est à la suite de l'exercice sur la mission. Donc moi, j'ai une vision, enfin, sur l'exercice de la vision, c'est pas l'endroit où tu veux aller, mais c'est quel est le problème que tu décèles et comment est-ce que tu vas le régler. Donc quel problème je décèle dans mon environnement, et ma mission, c'est comment est-ce que je règle ce problème-là. Et en fait, j'aimerais permettre aux gens qui vont faire cet exercice-là, au moment où ils vont le faire, d'être capables de le refaire 3 ans après pour redéfinir ce qu'ils ont envie de faire. Donc l'idée, c'est tu développes les outils et si dans 5 ans, tu as besoin de repasser à travers ça, bah, tu peux repasser parce que tu sais comment faire. Donc j'ai vraiment cette volonté de permettre aux gens de devenir autonomes. Et donc en gros, c'est ça. Je pense que les exercices, c'est sous-coté en termes de retour que tu as en fait. Parce que plutôt que d'apprendre par cœur et de retranscrire ou même de répondre avec tes propres mots, forcément, ça aide à intégrer des connaissances. Mais si on veut développer des compétences et si on veut vraiment avancer sur les choses, il faut que ça te prenne le cerveau. Il faut que tu te poses et que tu dois vraiment relire l'énoncé 3 fois, que tu dois réfléchir. C'est vraiment c'est ça le travail en fait. C'est le travail au sens pur du terme qui fait que tu avances. Pas juste de l'accumulation de oh regarde j'ai 10 bouquins sur ma table de chevet et puis je me sens bien parce que j'ai 10 bouquins. Non, c'est est-ce que tu as pu lire, est-ce que tu as intégré, est-ce que tu arrives à faire des parallèles entre, est-ce que tu arrives à voir les contradictions et les choses qui manquent, et d'autant plus important dans le contexte que tu cites qui est celui du business, c'est que ce soit propre à toi et à ton cheminement. Parce que pas tout le monde va viser la même démographique, travailler avec les mêmes types de personnes, avoir les mêmes contraintes avec lesquelles travailler. Tu as parlé du local, hein, le fait d'être à distance, le fait d'être dans un petit village, le fait d'être dans une grande ville. Toutes ces choses-là, ça a une influence. Et donc, j'aime l'idée de... Voilà, tu fais des exercices et ça va t'aider en fait à développer ta propre manière de faire, quoi. Pour moi, il y avait un truc, si tu veux, avec lequel je me retrouvais pas. Toi, t'es coach, moi aussi, les gens qui nous écoutent, pour la plupart aussi, thérapeutes. Mais bref, on prend en charge de l'humain. Et on te rabâche sans cesse que ce qui fonctionne pour la personne A va pas forcément fonctionner pour la personne B. Et donc, moi, si tu veux, c'est un truc dont je suis bien conscient. Et je baigne là-dedans depuis que j'ai fait ma reconversion en 2014. Et justement, fin 2024, début 2025, j'écoute, tu vois, les spots publicitaires des différents vendeurs et différentes vendeuses de formation. Et en fait, je prends conscience et je me dis, mais attends, il y a un truc que là, je comprends pas. Si tu écoutes la personne qui te parle sur le versant technique du métier, elle te dit qu'il faut tout individualiser. Et tout un coup, paf, elle te sort une méthode. Et cette méthode-là, c'est la méthode qu'elle a utilisée pour développer son business. Et tu devrais l'appliquer à la lettre pour développer le tien. Mais attends, ça reste que moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait à un instant T, dans une temporalité, dans un contexte, et c'est moi qui l'ai fait. Pour que la personne refasse et obtienne les mêmes résultats, il faudrait que ce soit la même personne, dans la même temporalité et dans le même contexte. Et c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais créer quelque chose, parce que là, pour le coup, c'est vraiment de la création, comment est-ce que je pourrais créer quelque chose qui va permettre cette individualisation aux gens. Le but n'est pas de mettre une méthode en place que tu vas devoir appliquer à la lettre, vu que tu vas l'appliquer dans un contexte et une temporalité qui seront différents de la mienne. Et d'où sont sortis ces exercices-là, qui ont déjà changé 2-3 fois depuis la première mouture de la formation. C'était quoi ton plus gros challenge dans le fait de créer ce cursus? Mon plus gros challenge, c'était... Alors, avant de vouloir le faire en groupe, je m'étais dit, tiens, je pourrais lancer le truc de manière complètement asynchrone. C'est-à-dire, les gens vont télécharger la formation et la font de leur côté. Et je leur offre la possibilité de faire du consulting avec moi s'ils ont envie ou de faire des sessions de formation individuelles. Et je me suis dit, ok, bon, bah ça, l'idée, elle est bonne, mais attends, mon coucou, là, tu viens de créer des exercices qui apportent des résultats différents. Comment est-ce que tu vas t'assurer, et ça c'est la formation de brevet fédéral qui me l'a dit, comment est-ce que tu vas t'assurer au plus proche que les personnes ont réussi vraiment à transférer les comportements que tu as essayé d'implémenter. Et donc il fallait bien des questions de validation à la fin. Sauf que comment est-ce que tu crées des questions de validation pour des exercices qui amènent des résultats différents?
Alors, petit claquage neuronal. Bon, tu te poses, tu réfléchis, tu utilises l'intelligence artificielle pour t'aider dans ta réflexion, tu vas bouquiner, tu vas potasser, puis tu te dis, bon, bah ok, en fait, ce que je vais mettre en place, c'est une échelle d'appréciation. Et donc, quand tu finis le bloc d'identité, tu as 5 questions de validation. Et si tu as un score qui est en dessous de 2, je te donne des suggestions de choses que tu dois revoir. Et si tu as un score qui est au-dessus de 2, à partir de 3, max 5, ça veut dire que tu as réussi à assimiler et que tu as fait ce que j'estimais que tu devais faire. Donc c'était ça qui était compliqué. C'était de dire ouais, ok, mais comment est-ce que je fais le transfert? Et dans la dernière mouture que j'ai transformée, parce qu'au final, la formation, elle s'adresse aux coachs sportifs et sportives, mais aussi aux prépas physiques et à tous les thérapeutes qui sont non conventionnés. C'était de transformer le vocabulaire pour qu'il englobe tout le monde. Et ce soit pas que un vocabulaire de coach, pas que un référentiel de coach, mais que ce soit un référentiel de professionnels de la santé qui prennent en charge des gens. Où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos sur cette formation et cet accompagnement? Je te donnerai de toute façon le lien pour que tu puisses le mettre dans le descriptif, mais si tu vas sur ma page Instagram, que tu vas sur le Linktree, c'est le premier lien qui sort, il y a toutes les informations. Tu me laisses tes coordonnées en bas, moi je reprends contact avec toi. Je suis en train de refaire la landing page, il n'y aura plus qu'à cliquer sur le Calendly pour prendre un rendez-vous directement avec moi. On élimine les frictions le plus possible, mais donc ce sera ça, et principalement sur Instagram tu retrouves toutes les infos. Super, t'as dit septembre? C'est 14 septembre 2026 et il y a déjà 3 personnes dans l'aventure. Donc la formation démarrera. C'était le 3, c'était le minimum que je voulais. Donc la formation démarrera pour une première, c'est déjà cool. Pour une première, mais comme tu l'as dit, t'as itéré, hein, on a parlé de ça. Oui, j'ai itéré, je l'ai itéré une dizaine de fois, et tu vois, si maintenant, moi j'ai toujours un peu de peine avec tu vois, le CV chiffré, mais aujourd'hui, j'ai cumulé plus de 2500 heures de formation, à donner de la formation. Et j'ai eu la chance de participer à la formation, je pense, d'environ 1000 élèves, 1000 coachs. J'ai fait plus de 10 000 sessions de coaching individuel, moi, en 10 ans. J'ai fait un peu les comptes. J'ai réussi à accumuler 1 million de chiffre d'affaires, là, depuis que j'ai démarré, donc je suis assez content. Nice. Et puis ouais, je commence un peu à avoir de la bouteille, quoi. Je commence un peu à avoir de la bouteille. Ouais, ça commence à être... Comme m'a dit un de mes potes que j'avais pas vu depuis longtemps, quand je me suis posé en face de lui autour d'une bière, il m'a regardé, il m'a fait « Ouh, putain, mais j'avais pas vu que t'avais autant de poils blancs dans la barbe et dans la moustache. » Ça plus les années de coaching et de formation, ouais, c'est un vrai gage de confiance. Donc je commence à avoir vraiment j'ai cette expérience-là, et puis d'un autre côté, comme je te disais avant, quoi, j'ai encore ce truc de c'est tellement cool de pouvoir faire ça. Ouais, et si on n'a pas cette flamme encore, faut se poser d'autres questions après. Ouais, donc tant qu'on l'a, c'est qu'on est sur la bonne voie, et ça se transfère aussi aux coachs et futurs coachs. Hein. Si c'est quelque chose qui t'anime comme ça, c'est que tu es sur la bonne voie. Si c'est pas le cas, on se repose d'autres questions. En tout cas, Ken, les infos seront dans la description pour ceux et celles qui sont intéressés. Je vous encourage à aller checker les derniers contenus de Ken. J'aime beaucoup tes dernières vidéos sur Insta. T'as trouvé ton style et ça te va bien. Ouais, c'est bon. Ouais. Là, ça a pris du temps, mais c'est cool. Mais tu y es, et c'est très bien. Donc continue comme ça. Merci. Merci Ken. C'était un plaisir de t'avoir et de discuter de tout ça. C'est cool de voir tout le chemin parcouru sur les années, avec les différentes casquettes, coach, formateur, accompagnateur. Et je te souhaite tout le meilleur avec ta future formation et toutes les personnes que tu vas pouvoir aider dans leurs aventures. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour l'amitié, enfin bref, c'est très cool, ça fait du bien, donc voilà. Et puis merci aux éditrices et aux auditeurs de ton podcast de m'avoir écouté. Merci à toute la communauté Upside Strength. À bientôt Ken. À bientôt, ciao. Ciao.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si l'échange t'a plu, n'hésite surtout pas à partager cet épisode avec ton entourage, que ce soit via une story Instagram ou directement sur WhatsApp. Et si tu veux aller plus loin avec moi et te former sur la programmation de l'endurance, je t'invite à en savoir un petit peu plus sur ma formation phare, le Mastermind Endurance, dans le clip qui suit. Allez, c'est parti. Le Mastermind Endurance, c'est la formation dédiée aux coachs prépa physique et kinés qui veulent savoir planifier l'endurance pour leurs sportifs. L'objectif est de développer des compétences concrètes que tu peux tout de suite appliquer sur le terrain afin d'écrire des programmes individualisés et adaptés à ceux et celles que tu coaches. Beaucoup plus simple pour moi de pouvoir planifier. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus rapide. Je sais exactement où je vais et il y a un peu moins d'improvisation. Que tu encadres des crossfitters qui manquent d'endurance, des débutants en course à pied ou en aérox qui veulent éviter la blessure ou des cyclistes confirmés en recherche de performance, cette formation couvre tout ce que tu dois savoir pour planifier avec confiance et compétence. Plus d'assurance et me sentir plus pro. Le format 100% distanciel sur 12 semaines combine des temps d'études en autonomie et des mises en commun avec les autres apprenants afin de progresser sereinement sans surcharger ton emploi du temps pro ou perso. Chaque semaine, tu accèdes à un nouveau module théorique qui pose les bases, des exercices de consolidation pour ancrer tes nouvelles connaissances, des mises en situation concrètes sous forme d'activités pratiques et de cas d'études afin de développer de vraies compétences, et une classe virtuelle avec les autres apprenants pour combiner vos expériences et enrichir votre apprentissage. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai. Je travaille plus au hasard. C'était une de mes meilleures formations que j'ai faites, qui était la plus complète. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les places sont limitées. Tu retrouveras toutes les informations ainsi que le lien vers la liste d'attente sous cette vidéo.